Donc, bonjour, je m'appelle Natacha, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis vraiment heureuse de passer un moment avec vous ce matin, surtout qu'il fait très beau. Là, on annonce le déconfinement, fait qu'il y a plein de gens qui sont sûrement plein de mille occupations ailleurs. Donc, je vous remercie vraiment de prendre un petit moment ce matin pour qu'on passe un temps ensemble. Je tiens à vous dire que je ne vais pas regarder le chat pendant que je vais en fait donner la formation. Je pense que les gens de la Fondation vont pouvoir jeter un œil, mais on va se garder une période de questions à la fin. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, mais je vous inviterai peut-être à ce qu'on se garde un moment ensemble pour ça après. Aussi, bon, c'est enregistré, mais sachez aussi que je vais partager le PowerPoint de la formation avec les gens de la Fondation qui pourront vous le transmettre par la suite. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, Natacha Gupta, moi, je suis consultante en stratégie de financement pour les organisations à but non lucratif, c'est-à-dire que je donne autant de la formation que du service conseil. J'ai une approche qui vise vraiment l'indépendance des organisations, c'est-à-dire de tenter des outils au mieux pour qu'elles deviennent autonomes dans leur démarche le plus rapidement possible. Ça fait maintenant presque 20 ans que je suis dans le domaine. J'approche des organisations vraiment de tous les secteurs, qu'on parle de culture, de sport, d'environnement, de communautaire, de santé, etc. Et je couvre aussi toutes les formes de financement. Donc, on parle de philanthropie, de commandite, d'événementiel, de subventions, d'obligations communautaires, sociofinancement, etc. Et j'accompagne des organisations de toutes les tailles à tous les stades de croissance, ce qui me permet d'avoir vraiment une vision transversale du milieu du financement dans les OBNL. Donc, c'est un peu qui je suis. Donc, voilà. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire avec vous, enfin, comme je vous le disais, comme on le dit depuis tantôt, on commence à voir la fin de la pandémie, on commence à voir le bout du tunnel qui se pointe le bout du nez. Donc, l'idée que j'avais, en fait, ce que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui, c'était que ça fait un an qu'on parle de se réinventer, puis tout ça. Puis là, j'avais plus envie de faire un topo un peu de ce qui s'est fait depuis un an, qu'on regarde différentes initiatives qui se sont faites dans plusieurs secteurs, puis qu'on regarde c'est quoi les meilleures leçons qu'on pourrait tirer de tout ça, voir comment on peut s'inspirer par la suite. Puis le but, c'est vraiment de vous montrer des possibilités, mais c'est vraiment à vous ensuite de prendre ça pour repenser, de vous approprier les exemples. Des fois, les exemples sont très gros, j'en conviens. Ça se peut que vous disiez, hey, c'est vraiment loin de ma réalité. Mais l'idée, c'est vraiment pas de vous montrer une organisation de votre taille qui est dans votre secteur, qui fait exactement la même chose que vous allez ensuite pouvoir juste copier l'idée. C'est vraiment plus une idée. Voyez ça comme un brainstorm qui va faire naître des pistes d'idées qui pourraient vous amener ailleurs, puis vous permettre éventuellement d'avoir des résultats différents de ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'est vraiment de regarder plusieurs exemples. J'ai comme collectionné en fait une quinzaine d'exemples. On parle de soirées bénéfices, on va regarder côté engagement de la communauté, du hors-ligne aussi, parce qu'on a beaucoup parlé du en-ligne, mais il y a aussi du hors-ligne et aussi des festivals. Puis ensuite de ça, on va parler du après-COVID. Qu'est-ce qu'on voit se poindre le bout du nez pour le après-COVID? Donc, pendant la pandémie, ce qu'on a beaucoup parlé, c'était de dire toujours idéalement, ben, si on peut maintenir l'événement tel quel, ben, c'est ce qu'on fait. Bien sûr, ça dépendait des zones où on se trouvait puis de quand est-ce que ça arrivait. Sinon, ben, au mieux, on disait idéalement adapter votre événement. Donc, ce qui était le plus facile à imaginer, c'était de le transformer en digital. Sinon, on disait ben, reporter ou ben, dans le pire des cas, ben, annuler, mais c'est vraiment pas ce qu'on suggérait parce que au-delà de la nécessité financière qui était là, ben, c'est que les activités de collecte de fonds servent aussi à promouvoir une cause, une mission. Et si on annule ces événements, bien sûr, ça affecte les revenus, mais ça nuit aussi grandement à la notoriété de la cause. Donc, il y a des gens pendant la pandémie qui, malheureusement, il y a des organisations qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont rien fait, sont disparus de la place publique, si on veut, ont vécu un désengagement de la communauté. Donc, c'est un petit peu là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça se relance, mais là, il ne faudrait pas manquer le bateau pour la suite. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, on va regarder ceux qui ont osé faire des choses. Donc, si on commence avec les soirées bénéfices, c'est souvent ce qui est le plus populaire. Donc, je vous donne l'exemple ici de la Fondation pour l'alphabétisation. En fait, la journée internationale de l'alphabétisation, c'est le 8 septembre. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est un événement virtuel participatif où est-ce qu'il y avait la participation de plusieurs artistes. Ici, on pense à, exemple, Guylaine Tremblay, Luc Picard, vous voyez les photos en bas, là, Boucard Diouf, Cœur de pirate, Noam Chomsky, etc. Scénario assez classique de soirée, donc apéro, animation, concours, réseautage, encans, etc. Et ils ont fait la diffusion d'un film qui s'appelait Les aventures d'un A,
avec le comédien Alexis Martin et le philosophe Normand Baillargeon. Et eux allaient à la rencontre d'écrivains, d'artistes, de philosophes qui parlaient de pourquoi c'est important la lecture et l'écriture. Et là, ce que je trouve intéressant dans cet exemple-là, c'est que, premièrement, ils ont créé du contenu exclusif à la soirée. Donc, on contribue à créer une expérience qui est unique. Souvent, les soirées bénéfices, c'est ce qu'on met de côté. C'est qu'on oublie de créer quelque chose, une expérience, premièrement, et qui va être unique. On ne pourrait pas acheter autrement. Donc, et bien sûr, l'expérience est complètement en lien avec leur mission. Ça aussi, c'est très important et c'est quelque chose que des fois, on oublie. Tu sais, souvent, l'exemple classique, on va penser à souper spaghetti, mais souper spaghetti, c'est rare que ça cadre directement avec votre mission puis qu'on sensibilise à la mission qu'on fait. Donc, l'idée, donc, c'est ce qui est vraiment intéressant dans cet exemple-là et ça leur a permis de garder de nombreux commanditaires. Donc, chacun des segments a été présenté par un ou deux partenaires qui ont pu garder avec eux. Si on regarde un peu dans le même ordre d'idées, on a la BANQ, qui est la Bibliothèque Archives nationales du Québec, qui, eux, ont fait leur soirée bénéfice en novembre dernier. Et ça s'appelait À table avec l'histoire. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dévoilé des documents rares d'archives qui étaient moins connus, des documents en fait inédits qu'on n'avait jamais rendus publics. Et on passait 1 heure avec un archiviste de la BANQ qui offrait ses connaissances d'expert, qui racontait des anecdotes qui étaient liées aux documents qu'on présentait. Donc ça, encore une fois, même idée que l'exemple précédent, c'est qu'on accède à un contenu qui est exclusif, qu'on ne pourrait pas accéder autrement. En plus, on le rend vivant par la parole de quelqu'un qui nous partage des anecdotes. Donc, on a un petit peu un genre de behind the scenes, si on veut, et bien sûr, complètement en lien avec la mission. Et donc, c'est un peu quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir autrement. En plus de ça, ce qu'ils avaient fait, eux, ils avaient fait une exposition qui était à visiter. Donc, ils avaient créé une salle d'exposition comme une sous-salle dans leur événement, qui était virtuelle, qui permettait aux invités d'accéder à d'autres contenus. Puis, on avait ouvert cette salle-là quelques jours avant l'événement. Et après l'événement, on l'a rendu public en tout temps. Donc, on a comme créé un momentum avant l'événement auprès des participants. On les invitait à venir en ligne et à voir cette exposition-là. Et il y avait en plus de ça l'option de participer au plaisir des papilles, qui avait appelé ça comme ça. Donc, c'était une possibilité de choisir une option repas. Donc, c'était partout au Québec. C'était un mets gastronomique qui était préparé par le chef Jérôme Ferrer et qui pouvait être livré partout au Québec, qui était prêt déjà à être dégusté. Donc, ça, c'était quand même intéressant aussi qu'on ait ce grand territoire-là qu'on puisse couvrir. Parce que c'est ça beaucoup que ça l'a amené. On le sait, on le disait même tantôt, je ne sais pas si c'est Marie ou Maëva qui disait, ça nous a permis d'ouvrir vraiment les frontières et de territoire, de l'âge aussi, des partenaires. Donc, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Autre exemple, ici, je vous parle de la Grande Démesure, l'événement virtuel de l'organisme qui s'appelle Interligne. Interligne, c'est vraiment un centre de première ligne en matière d'aide et de renseignement à l'intention des personnes concernées par leur diversité sexuelle ou la pluralité des genres. Notamment, ils ont une ligne d'écoute le 24/7 pour les gens qui se sentent concernés, en fait, par ces questions-là. Et c'était leur activité annuelle, donc la 5e édition, qui est habituellement une soirée très glamour qui se fait autour des jeux casino. Donc, comme plusieurs, ils ont vécu un grand déficit lié à la philanthropie. Donc, il n'y avait pas le choix de se retourner et de faire quelque chose. Et ici, ce que je trouve intéressant, c'est la démarche dans l'exemple. Donc, eux, c'est une organisation qui aime oser faire des choses, qui aime essayer des choses, tester des différentes choses. Donc, ils se sont dit, OK, là, on a un événement qui est très glamour, qui est très haut de gamme. Comment on fait? On ne va quand même pas arriver avec 200, 250 personnes tout d'un coup. Puis, au début de la pandémie, personne n'était vraiment familier avec Zoom. Donc, comment on fait? Donc, ils se sont dit, on va le tester avant. On va se rendre confortable avec la technologie, voir c'est quoi les limites, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, quand on sera à l'aise, on réfléchira au modèle qu'on veut faire. Donc, ils ont décidé de faire un événement de petite envergure en premier à l'été, qui était un speed dating inclusif. Excusez-moi. Et donc, on parle à peu près de 50 personnes qui étaient, filtrées sur le critère, moi, je suis là pour l'amour, je suis là pour l'amitié. Et l'idée, c'est vraiment de briser l'isolement, ce qui était très important pendant la pandémie. Et bien sûr, cette idée-là est complètement en lien avec leur mission, encore une fois.
Donc, on créait des rencontres Zoom. Donc, eux qui n'étaient pas familiers avec Zoom, bien, ça permettait d'apprendre à diviser les sous-groupes en petites salles. Ça permettait d'utiliser les différentes fonctions de Zoom, donc de se rendre à l'aise avec la technologie. Donc, une fois que ça a été fait, là, ils se sont dit, bien, on va se faire un autre test avec un événement un peu plus protocolaire. Donc là, ils ont un concours, eux, jeunesse, qui s'appelle Agir contre l'intimidation, qui vise plus les 12-18 ans. Donc, en fait, c'est un concours de scénarios où est-ce que les 3 scénarios gagnants sont tournés avec une équipe de professionnels. Et ils avaient fini les tournages avant la pandémie. Mais là, en fait, pendant la pandémie, ils ont eu l'idée de dire, bien, on va lancer ce projet-là, donc lancer la diffusion des vidéos. Donc là, ils ont fait un événement de lancement plus protocolaire où est-ce qu'ils avaient des mots de différents ministres, différents députés qui venaient prendre la parole. Et on avait tourné les capsules vidéo avant. Donc, ça permettait d'apprendre comment est-ce qu'on intègre la vidéo dans Zoom, autant pour les vidéos qu'on veut diffuser que les mots des ministres, puis de gérer un événement un peu plus protocolaire qui doit être un peu plus mené, si je peux dire, rondement au niveau du timing des choses. Donc, le déroulement est très important dans un événement comme ça. Et donc là, ils se sont dit, OK, je pense qu'on a exploré les choses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec notre soirée? Donc, pour vous mettre un peu une soirée traditionnelle pour eux, vous avez des images ici. Donc, c'est vraiment une soirée, ça s'appelle la Grande Démesure. On a 200-250 personnes. C'est leur événement signature qui est glamour. Donc, le branding est très or et noir. Et la façon que ça fonctionne, c'est que chacun reçoit un 5 000 d'argent fictif à dépenser aux tables de jeu. Mais c'est des tables de jeu très conviviales, en fait. Le principe, le prétexte, c'est comme un prétexte pour jaser. Et en plus de ça, bon, il y a des présentations artistiques. Donc, en gros, c'est un petit peu ça l'événement. Donc là, ils se sont dit, bien, OK, on va essayer de le faire virtuel cette année. Donc, eux, ils ont des grands locaux, fait qu'ils ont dit, on va les convertir en bureaux. Donc, ils ont tourné l'événement dans leurs locaux. Ils ont filmé les prestations artistiques avant l'événement. Ils ont pris Barbada, donc qui est une drag queen, pour animer, avec Eugénie Lépine-Blondeau comme co-animatrice. Et voici un peu, on a un peu des photos des locaux là, pendant le behind the scenes, si on veut. Là. Donc, ils ont mis des fonds verts dans les bureaux, où est-ce que ça permettait de projeter le logo de la Grande Démesure. Ils ont mis beaucoup d'amour dans les décors, là, on peut dire ça comme ça. Ils ont fait beaucoup de choses maison. Ils ont même créé, on voit en bas à gauche, là, une tente où est-ce qu'il y avait une liseuse de Bonaventure qui lisait le tarot. Il avait mis plein de petites lumières blanches. Et l'idée, le déroulement, c'est quand on était en grand groupe, bien, on jouait au bingo. Donc, c'était animé comme par Barbada et Eugénie Lépine-Blondeau. Et là, il y avait toute une équipe derrière. Donc, l'équipe, il y avait quelqu'un, exemple, qui allait gérer les bingos. Il y avait quelqu'un qui s'occupait, qui était maître du temps. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de la technique. Donc, il y avait toute une équipe. Ils étaient à peu près 25 personnes dans les locaux là, à gérer l'événement. Donc, c'est quand même quelque chose qu'ils ont fait en grande pompe. Là. Et euh, donc, dès que quelqu'un criait bingo, exemple, c'est super bien rodé. Il y a tout de suite quelqu'un qui s'occupait de récupérer le nom, l'adresse pour être sûr que le prix puisse lui être envoyé par la poste. Il y avait des interactions aussi avec les participants. Donc, les animateurs pouvaient dire, hey, François, toi, d'où tu viens? Et ensuite de ça, à travers ça, on divisait à un moment donné les groupes pour qu'ils aillent dans des petites salles pour jouer à d'autres types de jeux qui étaient animés par des personnalités. On voit ici Joël Legendre, il y avait Sophie Paradis, il y en avait d'autres. Et donc, les autres types de jeux, c'est genre La Fureur, Trivial Pursuit, sortes de jeux comme ça. Et bien sûr, on parlait de timing. Donc, il avait pensé aussi à dire, bien, on ne va pas couper le jeu n'importe quand. Donc, il avait acheté des petites lumières. Donc, quand la lumière tombait au jaune dans la salle, bien, ça disait il reste 5 minutes. Quand ça tombait au rouge, bien, il restait 1 minute. Fait que ça permettait que l'expérience ne soit pas comme coupée, qu'on ne reste pas sur notre fin en plein milieu de quelque chose. Euh, et ensuite de ça, il avait aussi pensé à faire des boîtes festives, comme on voit ici. Donc, ils se sont fait commanditer ces boîtes-là avec des produits locaux. Donc, il y avait un peu tout ce qu'on peut penser qui peut faire festif, donc des bonbons, de la barbe à papa, du mousseux, du café, du cidre, etc. Donc, quand on s'inscrivait au coût de 75 on recevait avec notre inscription une boîte automatiquement. Et pour toute inscription supplémentaire, bien, c'était 50 donc chaque boîte supplémentaire, finalement, était 50 Ils ont monté à l'interne, ils ont livré, c'est l'équipe puis le CA qui les a livrés, ils ont livré jusqu'à Trois-Rivières. Et ça leur a permis en temps de pandémie d'avoir vraiment un contact privilégié avec leur communauté, ce qui est quand même important en temps de pandémie. Donc, on pourrait se dire, ouais, c'est peut-être pas l'initiative la plus rentable, mais ici, on parle vraiment mobiliser la communauté, c'est ça qui devient important. Et bien sûr, les plus loin, parce qu'il y en a qui ont participé sur la Côte-Nord, les boîtes ont été envoyées par la poste.
Dans les boîtes, ils mettaient les jetons, les cartes de bingo à l'intérieur. Puis, il y avait, si on regarde au niveau logistique, ils avaient tout pris en note, les numéros des cartes avant l'expédition. Fait que s'il y avait un problème, il y avait des copies, ils pouvaient l'envoyer par courriel. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont pensé jusque dans le moindre détail. Finalement, ils ont eu 350 personnes à peu près qui ont participé. Ils ont vendu 230 boîtes. Il y a des gens qui, bien sûr, quand on sait est en ligne, c'est pas tout le monde qui achète un billet. Donc, des fois, ils voyaient qu'il était 8 dans un même salon. Et donc, ce qui est intéressant pour eux dans cet événement-là, ben, c'est d'avoir rejoint justement cette communauté-là au-delà des frontières normales, où est-ce qu'ils ont eu des gens de la Côte-Nord, de la Gaspésie, qui normalement ne viennent pas. Et là, ça a intéressé, puis quand même une cause qui touche tout le monde, bien pas tout le monde, mais je veux dire qui est transversale du pays. Là, on n'a pas de frontières pour cette cause-là. Donc, c'est quand même ça qui est intéressant. Fait que ça a permis d'ouvrir la porte à dire, bien, éventuellement, peut-être qu'on va se conserver un événement hybride pour ça parce qu'on a rejoint une clientèle vraiment plus loin. Au niveau du tempo de la soirée, bien, l'événement a duré 2h15 avec beaucoup, beaucoup de variétés. Les discours ont été maintenus très, très brefs, puis on a vraiment fait un build-up de party, si on veut, que l'énergie soit vraiment à la fin. Puis d'ailleurs, ça fait partie des défis parce que le party était pris à l'interne. Fait qu'à un moment donné, bien, ça a été ça le défi, c'est que on donnait une bière à tout le monde pour les remercier. Puis là, ben, les gens avaient le goût de danser, de rester dans la vibe. Fait que là, c'était, ben, écoutez, merci beaucoup, mais on est obligé de vous remercier parce qu'on ne veut pas avoir un autre foyer d'éclosion. Pas un autre, mais pas un foyer d'éclosion chez nous à l'interne. Donc, tu sais, à la limite, c'est un beau problème quand on regarde ça de l'extérieur. Donc, tous les partenaires financiers sont restés, ce qui a permis de maintenir l'engagement financier. Donc, ils ont fait 55 000 L'édition précédente, qui est en présentiel, avait rapporté 72 000 mais comme les dépenses avaient tellement été réduites, là, je ne compte pas le temps humain qui a été mis sur le projet, mais le temps humain en événement, on en met toujours énormément. Mais les dépenses étaient tellement moins grandes que c'était presque plus profitable de l'avoir, la version en ligne, finalement. Et bien sûr, ça a été beaucoup d'organisation, mais quand on loue une salle, on doit démonter la nuit même. Souvent, on finit sur les genoux parce qu'on a monté en une journée, on a tenu notre événement, puis on démonte pendant la nuit, puis après ça, on va porter les camions, les choses. Là, bien, ça a permis de dire, bien, écoutez, c'est nos bureaux, on peut bien démonter pendant une semaine, puis prendre notre temps d'aller dormir. Fait au niveau du stress, puis de l'impact sur l'équipe, ça a été beaucoup plus souple, si on veut, beaucoup plus... ça a été beaucoup plus paisible, je peux dire ça comme ça. Donc, l'intérêt ici, ben, c'est bien sûr de garder une forme hybride pour l'avenir. Puis, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ils ont pris le temps de tester des choses, de ne pas aller tout de suite monter la grosse marche, puis là, de risquer de perdre l'argent ou de. Donc, prendre le temps de faire des trucs mitoyens pour dire, OK, on se sent confortable, on va aller plus loin là-dedans. Puis, bien sûr, l'événement est toujours en ligne avec leur mission. Donc, ça aussi, c'est important. Et ils ont réussi à conserver la signature de leur événement, parce qu'on parle quand même d'un événement signature. Et là, bien que ça ait été en ligne, bien, ça n'a pas altéré l'image de l'événement. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans cet exemple-là. Autre exemple ici, Prix des femmes d'affaires du Québec. Donc, c'est une OBNL. Et là, c'était pour célébrer leurs 20 ans. Donc, c'était le Prix des femmes d'affaires du Québec. Donc, la levée de fonds a eu lieu en virtuel en novembre dernier, pardon. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment un événement un peu classique, donc chic, table virtuelle, fait qu'on pouvait changer de table, se voir, discuter. Il y avait un repas gastronomique qui était livré à la maison. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup mis de l'avant des produits faits par les membres. Qui sont des entrepreneurs. Donc, ça, c'est intéressant pour faire rayonner sa communauté auprès de sa propre communauté, finalement. Donc, ça donne une visibilité au sein des autres membres. Fait que ça, c'est quelque chose qui est porteur aussi. Le billet est à 160 $. Et la chose qui est intéressante, c'est qu'on pouvait se procurer, donc on est juste avant Noël, en fait. Là, on pouvait se procurer des boîtes cadeaux. Eux, ils disaient parfait pour vous gâter ou gâter vos proches, vous réchauffer le cœur. Donc, on est vraiment dans le temps de la pandémie, d'avant Noël, tout ça. Et les boîtes allaient de 250 $ à 1000 $ environ, avec différents prix à l'intérieur. Donc, on pouvait acheter les boîtes, qu'on participe ou non à l'événement. Donc, ça permettait, comme les produits étaient grandement commandités, mais ça permettait non seulement de mettre nos entrepreneurs à l'honneur, mais en plus de générer des fonds supplémentaires parce que les produits avaient été commandités. Donc, il y a peu de frais attachés à ça, sauf l'envoi. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant ici.
La plateforme Yope, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. En fait, c'est une application, pour ceux qui ne connaissent pas, là, qui permet d'assister en direct à des spectacles. Donc, c'est quelque chose que je vous parle parce que, bon, c'est sûr qu'on va retourner en présentiel, mais tu sais, on se dit qu'il y a des gens qui vont peut-être rester un peu frileux à aller en présentiel. C'est pas tout le monde qui est déjà qui est vacciné, c'est pas tout le monde. Tu sais, il y a quelque chose qui s'est peut-être installé dans la société où est-ce qu'on va peut-être avoir rester frileux à aller peut-être en salle de spectacle ou quelque chose comme ça. Fait que si on veut garder des formules hybrides ou si on veut garder des formules en ligne pour la suite, ben ici, cette application-là permet d'assister en direct à des spectacles. Donc, c'est lié à un espace physique qui est pour l'instant à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts à Montréal. Donc, c'est une plateforme qui est complètement locale. Et en fait, les artistes ou encore les compagnies ou les organisations qui font une soirée bénéfice, ils se rendent à cet endroit-là pour faire le spectacle ou tenir l'événement, donc sur la scène. Et c'est comme un studio qui est virtuel, en fait. Donc, la salle permet de faire vraiment un événement de qualité. Donc, on a des écrans géants, d'éclairage, du son, des caméras, il y a des techniciens, il y a des captations de plusieurs caméras qu'on peut faire. Donc, ça permet vraiment d'avoir comme un studio professionnel. Et les billets sont 8 à 20 par connexion. Donc, et ensuite de ça, bien, la particularité, c'est que, comme vous le voyez sur la photo, il y a 64 places qui sont disponibles sur les écrans, fait qu'on peut voir les visages comme derrière la scène avec l'artiste, si on veut. Et ça change comme à toutes les 5 ou 10 minutes, on voit les visages qui changent. Et on peut même, si l'artiste est d'accord, en fait, on peut même interagir avec l'artiste si l'artiste en a envie ou ceux qui font l'événement. Donc, éventuellement, l'idée, c'était de répliquer le modèle ailleurs, bien sûr. Donc, ça, c'était comme le premier, pas prototype, j'ai envie de dire, mais c'est le premier studio. Ensuite de ça, si on regarde des initiatives qui ont plus relevé du don, OK? Plus du don pur, si on veut. Donc, il y a l'exemple ici des Amis de la montagne avec Passons le chapeau pour le Mont-Royal. En fait, c'est une campagne de jumelage de dons, tout simplement. Donc, l'événement n'a pas eu lieu, mais on invitait les gens à conserver leurs dons et le don était jumelé à valeur égale par les membres du comité pour un engagement maximal de 70 000 Donc, ça, c'est quelque chose que souvent on oublie, qui peut être fait, qui peut motiver les dons en général en philanthropie ou encore en événement de collecte de fonds. Donc, souvent, on peut le faire soit par les membres de comité ou encore par des commanditaires qui acceptent jusqu'à concurrence de temps. C'est important de mettre un maximum, mais de matcher les dons, de jumeler les dons. Donc, si votre comité est prêt à le faire ou si encore un de vos partenaires est prêt à faire ça, ben, c'est quelque chose qui peut être intéressant de conserver dans l'avenir. Donc, souvent, on oublie cette alternative-là qui permet quand même de générer des sous de façon intéressante. Cet exemple-là, qui est le no-show du refuge, en fait, le refuge, c'est une organisation qui aide les jeunes hommes en difficulté, les sans-abri de 17 à 25 ans, en fait, qui contribue à améliorer leurs conditions de vie. Donc, c'était leur 30e anniversaire cette année. Le porte-parole, c'est Dan Migra. Donc, normalement, ils font un événement, un show vraiment musical à la Place des Arts qui représente 25 des besoins financiers de l'organisation dans une année. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment leur positionnement marketing. On est en temps de pandémie, ils ont comme joué sur les mots, ils ont joué sur ramener un petit vent de fraîcheur. Donc, en fait, je vous lis là, directement, là, on vous invite vivement à participer à ce no-show du refuge en achetant un billet virtuel et symbolique qui viendra en aide de façon bien réelle à l'un des 600 jeunes que nous allons accueillir cette année. N'hésitez pas à choisir vos places préférées. Là, on peut avoir un billet VIP. Et là, on disait, bien, ça permet d'héberger un jeune, de le nourrir et de l'aider pendant une semaine, ce qui font près de 600 jeunes par année. Ou encore un billet régulier où est-ce que c'est la même chose, un jeune nourri, aidé, mais pour une nuit à la place d'une semaine. Et ça, c'est 11 500 jeunes par année. Et pour vous remercier, bien, c'est tout de même un vrai show du refuge que nous vous offrirons le 13 décembre 2020 à 20 h sur les ondes d'ici Radio-Canada. Et là, si vous regardez sur l'image, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de spectacle qu'on ne peut pas faire ça le comble. Les critiques sont unanimes. Le non-événement de l'automne, Dan Bigra et ses musiciens comme si vous n'y étiez pas, littéralement à guichet fermé. S'il y a un show à manquer cette année, c'est celui-là. Le meilleur spectacle que vous n'allez pas voir live. Donc, toute cette note humoristique-là sur laquelle on a joué sur le positionnement. Donc, c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est d'aller le jouer, de le spinner un peu différemment en temps de pandémie.
Si on regarde autre chose qu'on a vu, les encans, on en faisait avant à la criée, on en faisait des encans silencieux. C'est d'ailleurs un peu en perte de popularité. Là, on a vu un retour des encans virtuels. Euh, Exemple classique, la tablée des chefs ici qu'on voit avec les défis solidaires. Donc, on a plusieurs lots. Je vous donne un exemple ici, le spectacle d'Alexandra Strelinski. Donc, comment ça fonctionne? On met le lot à l'enchère. On voit la dernière mise qui est rendue, combien de temps il reste pour miser. On voit la dernière mise était de combien, qui l'a mise, à quelle heure et c'est quoi la surenchère minimale qu'on peut faire. Donc, souvent, les plateformes d'enchères ressemblent à ça. C'est assez standard. Euh, donc, autre exemple que je vous donne, parce que là, c'était un peu les premiers à faire ça au début de la pandémie. Donc, c'est la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec. En fait, ils ont fait un encan virtuel qui a duré donc 4 jours, du 27 au 31 mai. Donc, on recevait un lien web si on voulait participer. Et c'est la présentatrice qui était au musée. Et on avait mis des webcams dans diverses galeries qui faisaient, en fait, les galeries faisaient des dons de différentes œuvres. On avait des artistes de renom ici, on pense à Pellan, Suzor-Côté, Marcel Perron, Miro, Molinari, etc. Et il y avait plusieurs autres lots aussi. Donc, l'idée ici, c'est qu'un encan, c'est relativement simple à organiser. On peut souvent aller chercher facilement des prix en commandite. Donc, il peut avoir peu de frais rattachés à ça. Il y a des plateformes qui sont aussi à peu de frais. Donc, bien sûr, ça dépend du réseau que vous avez. Donc, si vous avez un réseau qui est prêt à miser sur de l'encamp, c'est quelque chose qu'on peut conserver et en parallèle ou en amont, l'ouvrir avant un événement ou faire un build-up autour de ça. Donc, c'est quelque chose qui peut être employé vu qu'on a vu un genre de revival des encamps pendant la pandémie. Souvent, les gens me disent quelle plateforme tu me conseilles. J'en conseille pas plus une qu'une autre. Je vous parle de celle-là parce qu'elle est très conviviale, puis elle fait justement des encans, puis elle est locale. C'est Funky qui permet, bon, les encans et plein d'autres choses aussi. C'est pas très cher. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est très bien faite. Elle est bilingue. Elle permet aussi de collecter des dons, d'émettre des reçus de charité. Permet aussi de faire des campagnes de tierce partie, là, les peer-to-peer, donc du genre de sociofinancement. Il y a une billetterie, il y a un CRM d'intégrer et vous pouvez complètement l'intégrer sur votre site. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est centrée sur les donateurs. Donc, on s'inscrit une fois, puis on peut donner à plusieurs causes. Ce que ça veut dire, c'est que plutôt que d'être centré, exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, le Club des petits déjeuners. Là, cette année, je vous ai donné. Donc, Natacha a donné au Club des petits déjeuners. Je déménage, je donne à l'OSM. Donc là, l'OSM a ma nouvelle adresse vu que j'ai déménagé. Et là, je veux redonner au Club des petits déjeuners. Mais comme j'ai changé mon adresse, bien, le Club des petits déjeuners va avoir mes nouvelles coordonnées automatiquement parce que la plateforme est centrée sur le donateur et non pas sur la cause. Donc, c'est ça qui devient intéressant au niveau de la mise à jour des données, c'est que souvent, on a un paquet de coordonnées qui deviennent désuètes, mais là, ici, on a tenté de contrer ce problème-là. Donc, c'est ce qui est intéressant avec cette plateforme-là. Et comme il n'y en a pas plein qui offrent des. En fait, il y en a beaucoup qui offrent des encans, mais ici, localement, il n'y en a pas tant que ça. Fait comme elle était locale, ben, c'est ce que je trouvais intéressant de vous en parler. Au niveau de l'engagement de la communauté, euh, il y a quand même. C'est quand même très important pendant. On a vu ça pendant la pandémie, c'est que il y a beaucoup de gens. En fait, un événement, c'est comme je le disais tantôt, c'est pas juste de collecter de l'argent, c'est aussi de mobiliser sa communauté puis de la garder engagée. Et là, ce qui s'est passé, ben, on ne savait pas trop comment garder sa communauté mobilisée. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Il y a différentes personnes, en fait, différentes organisations qui ont lancé différentes choses. Donc, si on regarde le côté des défis sportifs, c'est vraiment une façon qu'on peut voir qui est assez évidente de garder les gens engagés. Donc, on regarde aussi qui est le projet Grand Vélo, le Big Bike de la Fondation des maladies du cœur. Euh, donc, c'est un événement qui est annuel. C'est le Grand Vélo du cœur que vous pouvez voir là, sur la photo. Donc, normalement, c'est un événement d'une journée. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont fait en virtuel et ça a duré tout le mois de juin. Donc, ça a permis d'allonger l'événement et c'est devenu pan-canadien. Donc, c'est un événement qui est pan-canadien normalement, mais à l'échelle du Canada, on l'a allongé sur tout un mois. Et ça a permis de faire des partages, en fait, sur les réseaux sociaux, puis d'avoir le plaisir d'amasser des fonds. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Plutôt que de faire le grand tour de vélo comme ça, bien, on s'est dit, on va promouvoir l'activité physique pendant la durée de la pandémie. Donc, on s'inscrivait, ça coûtait 30 pour s'enregistrer. On recevait un kit par la poste avec une médaille, souvenir aux couleurs de la Fondation. Puis, pendant tout le mois de juin, bien, Manuvie, qui était leur commanditaire principal,
triplait tous les dons reçus en juin. Donc là, on avait aussi un incitatif à participer avec ça. Et bien sûr, ça continue leur mission. Donc, le fait d'être en bonne forme physique, de promouvoir les saines habitudes de vie, qui est le sport, bien, on est complètement en lien avec la mission. Puis, c'est intéressant aussi parce que là, on parle de petites campagnes peer-to-peer, donc des campagnes pair à pair, qui permettent de garder une présence qui est auprès des ambassadeurs qui ont normalement, plus auprès de leur public qui est normal. Donc, on mobilisait des gens comme ça sur les médias sociaux, puis ça permettait de faire plein de micro-petites campagnes, si on veut, en plus de promouvoir leur mission. Autre exemple qui est un peu plus loin de nous, mais que j'ai trouvé quand même très intéressant, c'est le Met Gala Challenge. Donc, en fait, c'est le Met Gala qui a lieu à chaque année, normalement, qui est la soirée bénéfice du Metropolitan Museum of Art de New York. C'est un des événements le plus courus du milieu de la mode. Donc, cette année, évidemment, il n'a pas pu avoir lieu. Donc, on a tout vraiment le gros gratin qui va là, qui sort ses grosses robes de grands designers. C'est comme ça à chaque année. Et là, ben, ce qu'ils ont dit cette année, bien sûr, on ne peut pas tenir l'événement. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont dit, ben, on invite les gens à la maison. Et là, on se rappelle, on est au début de la pandémie. On ne pouvait comme pas sortir, on était comme, c'est le début du confinement, en fait. Fait que, ils ont invité les gens de la maison à prendre ce qu'on avait à la maison et de recréer les looks tapis rouge de tous les temps, nos looks préférés du tapis rouge. Donc là, on voit un exemple, je vous en montre d'autres ici. Vous pourrez, si ça vous intéresse, il y en a plein en ligne, là, vous pourrez aller voir, là, si vous tapez Met Gala Challenge, vous allez en voir, là, il y a Lady Gaga, il y en a vraiment plein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'incite pas les gens à dépenser plein de sous pour faire ça. On prend ce qu'on a à la maison, ça fait le côté rigolo, ça fait le côté engagement médias sociaux, puis c'est un challenge, fait qu'on challenge des gens aussi, on a challengé des personnalités, on a challengé plein de gens. Donc, ça mettait un vent de fraîcheur dans la pandémie, d'un côté assez rigolo. Et ce qui est intéressant, c'est justement, c'est ça, c'est l'engagement de la communauté, comment on les a gardés mobilisés à travers ça d'une façon agréable et positive. Donc, bien sûr, ça a créé un buzz. Ça a permis aussi d'augmenter leurs abonnés. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et donc, encore une fois, très en lien avec leur mission, très alignée, puis vraiment l'idée de garder la communauté mobilisée. Si on regarde maintenant des exemples hors ligne, parce qu'on a beaucoup parlé du en ligne, c'était ce qu'on mettait beaucoup de l'avant. Donc là, hors ligne, je vous donne l'exemple ici de Relux, qui est la collecte de fonds du Chaînon, qui est une organisation qui vient en aide aux femmes en difficulté. C'est un événement qui est vraiment très couru à Montréal, qui est normalement dans une grande salle de bal d'un grand hôtel. On fait une grande vente de vêtements qui est griffée à petit prix. Donc, on va aller collecter des dons de vêtements auprès des personnalités d'affaires, de la mode, du spectacle. Puis ensuite de ça, on va les vendre à prix abordable. Donc, ce qu'on fait à la place, parce que bien sûr, on ne peut pas tenir cet événement-là. Par contre, la boutique du Chaînon est restée ouverte. Donc, ils ont fait une boutique éphémère d'un mois dans le magasin du Chaînon. Donc, on identifiait les vêtements Relux. Donc, on a fait la collecte de vêtements quand même. On identifiait les vêtements Relux dans le magasin. Donc, c'était très clair ceux qui appartenaient à cette campagne-là. Et on a accueilli les dons tout le mois. Donc, plutôt que d'avoir un événement, encore une fois, d'un après-midi ou d'une soirée, on a un événement qui dure un mois. Et donc, ça permet de renouveler la marchandise et bien sûr de générer plus de sous aussi. Donc, normalement, il y a des marraines dans l'événement qui sont sur place, qui donnent des conseils mode. Là, je vous dis, c'est hors ligne. Ce bout-là était quand même en ligne. C'est que là, on présentait les pièces coup de cœur sur les réseaux sociaux. Puis ça a permis d'animer la communauté Facebook tout le mois. Donc ici, l'idée quand même, c'est que ça ne s'est pas passé, ce n'est pas un événement virtuel, c'est un événement qui se passe dans un magasin et qui dure un mois. Donc plutôt comme pendant la pandémie, ils n'ont pas annulé, ils ont dit on va changer la formule, on va l'allonger. Puis bien sûr, ça a permis la présence sur les médias sociaux. Donc ça, c'est quand même peut-être une idée aussi à conserver, cette espèce d'idée-là, un peu comme le défi tantôt sportif, de prolonger la durée des événements, puis de vraiment mobiliser une communauté autour de ça. Un autre exemple ici, qui est le portrait de grand-mère de la Fondation du Musée d'art de Joliette. En fait, c'est un événement qui n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire qu'il devait avoir lieu, qui avait été pensé pour novembre dernier, mais un mois avant, ils sont tombés en zone rouge. Donc, on a décidé de le retarder parce que vraiment, on a envie de conserver cet événement-là. Donc, on attend le meilleur moment.
Ce que c'est on expose des œuvres de grands maîtres. Donc, c'est des prêts de collections privées qui n'ont jamais été vues du public. Donc, ici, on parle de 10 œuvres. Donc, on a des grands noms, le Matisse, Klimt, Warhol, Bruegel l'Ancien, Fernand Léger, etc. Et ça va durer sur 3 jours, donc un week-end. Donc, le vendredi, on ouvre aux membres du musée pour qu'ils puissent venir voir la collection. Ensuite de ça, le samedi et le dimanche, durant le jour, on ouvre au grand public. Et le samedi soir, on tient un événement bénéfice. Donc, l'idée, c'est que les visites se fassent en petites bulles, bien sûr, et on demande un don. Donc, c'est plutôt que de dire, bon, on fait un prix d'entrée, c'est carrément basé sur le don. Donc, on demande un don de 50 pardon, par personne. Les enfants, c'est 25 et bien sûr, en échange, on émet un reçu de charité. Et les plages prévues sont de 30 minutes par visite. Donc, jusqu'à maintenant, il y a 60 billets qui ont été vendus. Il n'y a personne qui a demandé de remboursement. Bien sûr, là, c'est difficile de dire combien on peut prévoir de gens parce qu'on attend en fait de savoir quand est-ce qu'on va réellement déconfiner et que ça va pouvoir être possible. Et là, on va savoir combien de personnes on peut avoir par bulle à la fois. Donc, la capacité totale est difficile à évaluer à ce point-ci, mais il y a quand même une idée intéressante derrière. Et là, si on reparle de l'événement bénéfice qu'ils ont pensé, donc ça aussi, c'est vraiment intéressant ce côté-là, c'est qu'ils ont pensé vraiment faire un événement très sélect, très privé. Bien sûr, eux aussi ont connu un grand déficit à cause de la pandémie, donc ils n'ont pas le choix de penser à quelque chose pour combler ce dit déficit. Donc, ils ont décidé de rassembler les gens en présentiel et de faire quelque chose de très luxueux, de très chic. Donc, c'est vraiment un souper gastronomique pour personnes triées sur le volet, si on veut. Donc, c'est 50 personnes, c'est sur invitation et c'est vraiment réservé au cercle des grands donateurs. De toute façon, c'est déjà sold out, l'événement. C'est 2 500 par personne le billet. Et on parle de faire des bulles de 2 à 4 personnes par table. Un menu fait par Jérôme Ferrer, des vins d'importation privée. Et là, on le voit dans l'ambiance ici, c'est vraiment une ambiance de speakeasy. Bon, ça, c'est sûr que c'est des photos du restaurant de Ralph Lauren à New York, mais reste que c'est quand même l'idée derrière de qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant comme ambiance. Donc, une ambiance speakeasy du New York des années 20, ambiance de prohibition. Donc là, imaginez, là, on éparpille des tables dans le musée, quelques tables, on est comme la nuit, c'est sombre dehors, on a vu sur la rivière, un petit éclairage tamisé dans le musée. C'est vraiment quelque chose, on est seul avec les œuvres. Il y a quelque chose là-dedans, une expérience qu'on ne pourra pas racheter autrement, là. Il y a quelque chose un peu de magique là-dedans, là. Donc, l'expérience qui est autour de ça est vraiment très intéressante. Et donc là, il y a tout le côté de l'expérience inusitée, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas s'offrir autrement. C'est une des choses qui est vraiment intéressante dans cet exemple-là. Mais l'autre chose que je porte à votre attention, c'est qu'on parle quand même du musée de Joliette. Et moi, j'ai beaucoup de clients en région, puis souvent on me dit: Ah oui, mais ça, c'est à Montréal, vous faites des affaires de même, mais nous, on ne peut pas, c'est plus compliqué. Non, ils l'ont fait. Et non seulement ils l'ont fait, mais les gens répondent présents et sont très fiers d'avoir ça dans leur région. Donc, c'est comme un mythe. On est en région, ça se peut pas, c'est pas vrai. On est en région, on peut. C'est sûr que c'est plus difficile, mais la communauté est là, est présente. Donc, c'est peut-être de regarder, si vous êtes en région, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'en inspirer, ramener ça à votre réalité à vous, qu'est-ce qui peut être fait. Mais je trouvais ça très intéressant, l'idée de dire, ben, on a osé se dépasser, puis on va plus loin que qu'est-ce qu'on fait normalement. Autre exemple ici, Air Commune, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, c'est un projet qui est porté par ILO 84. Donc, Air Commune, c'est quoi? C'est du green desking. Donc, c'est une alternative non conventionnelle au bureau. Donc, c'est du coworking en plein air, en gros. C'est qu'on fait travailler les gens dehors. OK? Donc, c'est situé dans le Myland, ici à Montréal. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des conteneurs qui transforment en salle de réunion avec des mini-projecteurs. Il y a le Wi-Fi qui est gratuit. Les tables de travail ont des prises électriques. Il y a un café, un bar, un restaurant. Ils ont un paquet de plantes partout. Ça, normalement, c'est ouvert de mi-mai à mi-septembre à peu près. Puis, on présente énormément d'événements de réseautage, des conférences d'affaires, des événements culturels le soir, les week-ends. Donc, eux, ils n'ont comme pas eu le choix d'annuler pendant l'été passé. Et ils se sont dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils avaient des millions de pieds carrés de matériaux de bois, de mobilier qui dormaient dans des entrepôts parce qu'ils ne pouvaient pas monter leur site estival. Leur mission, c'est vraiment de revitaliser des espaces urbains à travers des lieux éphémères. Donc, ça, c'est vraiment la mission de l'IO 84. Donc, ils sont allés voir différentes sociétés de développement commercial de la ville pour les aider avec l'aménagement des espaces piétons.
Parce que l'enjeu des sociétés de développement commercial, c'était vraiment en fait tout le temps, mais là encore plus en temps de pandémie, c'est vraiment de maintenir la vitalité économique. Donc, de maintenir les avenues commerciales attrayantes. Donc, eux, ils avaient un enjeu à ce niveau-là. Et donc, ils ont créé des aires de détente, de travail, ils ont fait un terrain de pétanque, des stations de vélo, des modules pour encadrer des terrasses, comme on peut voir un peu différents exemples. Donc, c'était vraiment l'idée de partager son savoir-faire, puis ils ont su savoir saisir l'idée de la collaboration ici, de trouver à qui est-ce qu'on peut être complémentaire en ce moment, avec qui on peut s'associer pour faire quelque chose. Donc, ça, c'était très intéressant. Deuxième volet qu'ils ont fait, c'est la collection Amour d'été. Donc, c'était à la place de faire une programmation en ligne, des shows virtuels, ils se disaient, ben, c'est pas exactement ça. Nous, notre mission, c'est vraiment le green desking. Donc, ils se sont penchés sur ce qui faisait de l'expérience air commune. C'était quoi l'ADN de l'identité, si on veut, de l'expérience air commune, puis comment on pouvait se rattacher à cette mission-là. Bien, c'est comme vraiment travailler dehors. Fait qu'ils se sont dit, bien, on va créer des tablettes pour balcon. Donc, avec l'atelier Espace Caribou, qui est spécialisé en ébénisterie, ils ont lancé la collection Amour d'été, qui sont des objets vraiment imaginés pour ramener l'esprit des espaces de coworking dehors sur nos balcons. Est-ce qu'il y a une question? Peux-tu entendre quelque chose? Non? Donc, c'est un petit peu ça l'idée derrière. Puis, éventuellement, ben, le travail à la maison, c'est d'avoir des tablettes rabattables de balcon. C'est un support pour ordinateur, un support pour téléphone, un support pour tablette. C'est aussi de réimaginer une offre pour poursuivre leur mission tout en respectant les nouveaux critères sanitaires. Et là, ensuite de ça, bien, on va un peu plus loin, c'est-à-dire que là, à un moment donné, on s'est comme tanné de travailler à la maison. Donc, ils ont eu, comme leur mission, on se rappelle, c'est de revitaliser les espaces urbains par le biais de projets culturels, professionnels, artistiques aussi. Donc, ils ont fait cette espèce de cabine de travail qui s'appelle la cabine de Castelnau, qui est un projet pilote qui est situé vraiment au coin de Castelnau, de Gaspé à Montréal, là, ceux qui sont montréalais. Donc, c'est vraiment une station de télétravail. Donc, là-dedans, on a le Wi-Fi, l'électricité, puis c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Puis, ils ont testé ça de septembre à octobre. Puis, l'idée, ben, c'était de ramener l'expérience humaine dans un contexte humain, mais de façon sécuritaire. Donc, on offrait une alternative aux employés, travailleurs autonomes, étudiants, qui n'étaient plus capables de travailler dans les quatre murs de leur appartement, fait que là, qui avaient envie de ressortir. À un moment donné, on a eu toutes sortes d'époques dans le confinement, fait qu'il a fallu s'adapter maintes et maintes fois et se réadapter. Donc, l'idée, là, ce que j'ai lu, c'est qu'ils voulaient le ramener cet été en plus grand nombre, donc de mai à octobre. Là, pour le moment, je n'ai rien vu à cet effet-là, mais à voir si ça va revenir. Et l'idée, c'était de créer vraiment un réseau de stations de télétravail en plein air, un peu comme l'idée de Bixi, où est-ce que, qui est plus pour la mobilité, mais là, ça serait vraiment pour le télétravail. Puis l'idée, éventuellement, ça serait vraiment d'avoir une interface aussi en temps réel qui permet d'indiquer quelle personne est connectée sur le réseau, puis de voir est-ce que c'est libre, pas libre, qui est là. Donc, de créer une communauté autour de ça aussi. Donc, ça, c'est un autre exemple que je trouve intéressant. Si on regarde plus au niveau des festivals maintenant, je vais vous donner l'exemple de l'Abitibi-Témiscamingue qui, les principaux, en fait, organismes culturels ont décidé de collaborer ensemble pour passer au travers de la pandémie. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et là, on va regarder un peu qu'est-ce qui s'est fait, puis après ça, on pourra en parler plus en détail. Donc, si on regarde d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle, on est confiné, on est en pandémie. Tout ce qu'on peut faire, c'est de marcher dans la rue. Donc, le FME, qui est le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, ont décidé de... ils se sont vraiment constamment adaptés, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc, ils ont fait commando couleur. Donc, l'idée, c'était, eux autres aussi ont des entrepôts de stock qui ne servaient pas. Donc, ils ont réutilisé les décors, les matériaux du festival. Plutôt que de les laisser dans l'entrepôt, ils ont décidé de mettre du beau dans la ville. Donc, les gens avaient le droit de marcher. Donc, ils se sont dit, bien, on va comme faire des installations d'art éphémère partout dans la ville de Rouyn-Noranda avec des mots d'espoir. Fait comme on voit ici, relax, je t'aime, rêve, liberté, etc. Et donc, ça a mis beaucoup, beaucoup de couleurs dans le paysage tout au long de l'été. Et en fait, leurs différentes initiatives, ce qui s'est passé, c'est que comme ils se sont regroupés, il y avait plusieurs porteurs de projets et là, tout le monde a eu différents scénarios, différentes idées, fait que ça a permis de faire comme un build-up jusqu'au festival qui était comme un peu un momentum dans l'histoire.
C'est un peu un addon que ça soit arrivé comme ça, mais ça a été possible parce qu'il y avait scénario A, B, C, D, E, etc. et qu'il y avait des collaborations. Donc, ça permettait vraiment de mettre les forces en commun puis de créer des choses. Ensuite de ça, ben, on a eu le commando couleur et là, on apprend que les rassemblements de 10 personnes, des familles, sont permises et 50 personnes dans les lieux publics. Donc là, ils ont pensé à faire ce qu'on a appelé au pays des pick-up, qui est le petit théâtre du Vieux-Noranda, en collaboration avec le Festival de musique émergente, qui se sont partagés un côté la technique, l'autre côté la gestion. Et ils ont fait une tournée de spectacles ambulants durant l'été sur des pick-up. Et là, en fin de compte, ça allait dans différentes villes d'Abitibi. Il y avait quand même délimité un certain territoire là, parce que c'est grand l'Abitibi. Et l'idée, c'était d'amener la culture directement dans la cour des gens. Et là, les spectacles étaient en Facebook Live après pendant comme 24 heures, disponibles pendant 24 heures, je dirais. Donc, les gens, la façon que ça marchait, c'était gratuit. Il fallait s'inscrire. Et là, c'était un concours. On tirait des noms. Et on s'organisait quand on tirait un nom d'avoir 2 personnes pas trop loin après qu'on pouvait amener le pick-up à ces 2 autres adresses-là. Les lieux étaient tenus secrets jusqu'au dernier moment. Fait que ça a fait un méga buzz. Là. Je dirais énormément de bouche à oreille autour de ce projet-là, un engouement monstre. Ça leur a permis de monter une communauté d'abonnés, de fans en un temps record. Il y a presque eu 2000 abonnés, comme le temps de le dire. Là. Les gens, écoute, étaient vraiment à fond dedans. Ils décoraient leur maison, ils attendaient le pick-up. Tu sais, on se rappelle, l'été passé, il se passait tellement rien que c'était comme le highlight de leur vie, là, quasiment. C'était normal, là, je veux dire, on vivait confinés depuis tellement de mois. Là. Donc, c'était gratuit. Eux avaient comme pensé à une stratégie d'incitation aux dons. Ça a plus ou moins bien marché. C'est normal, on ne le savait pas, je veux dire, on apprenait. Mais l'idée, c'est que, mettons que, je ne sais pas, une personne X reçoit le spectacle, puis on dit aux voisins de venir, bien, il n'y avait pas les coordonnées des voisins, on ne pouvait pas les solliciter, on perdait un peu le contact. Donc là, l'idée, c'est que le projet revienne. Mais là, cette fois-ci, on est mieux préparé. On va essayer d'avoir chacun des voisins qui s'inscrit. Comme ça, on va pouvoir suivre, avoir des coordonnées, puis être mieux outillé cette fois-ci pour aller récolter des dons, pour les solliciter. Donc là, on a fait commando couleur, on a un build-up pendant tout l'été, on a les pick-up qui se promènent avec des tournées de spectacle, on a cette espèce d'engouement monstre-là. On ne sait toujours pas si on peut avoir le festival qui va avoir lieu en septembre ou pas, parce qu'on ne sait pas si on est en confinement ou pas. Et là, on entend les rassemblements de 250 personnes sont permis. Donc là, on se dit, parfait, OK, go, on fait notre festival. Donc là, ils ont fait leur festival et donc, ça a été du 3 au 5 septembre. C'était 45 shows, 32 artistes dans 13 lieux. Donc, les salles étaient combles. Il avait mis des mesures sanitaires hyper strictes. Donc, masque, savon, désinfectant, nettoyage entre les shows, système de loge qui était aux scènes extérieures, des terrains balisés, comme on peut voir ici, des gens d'enclos. Là. Donc, les gens étaient comme pris dans leur enclos. Il y avait des couloirs de distanciation. Il fallait garder son masque. Donc, c'était très, très balisé. Et on avait vraiment tout réaménagé pour assurer vraiment la distanciation physique. Puis, bien sûr, c'est largement réduite en termes de capacité à l'extérieur et en salle. Difficile d'évaluer, c'est vraiment. Les spectacles en salle ont vraiment été pleins. À l'extérieur, c'est difficile d'évaluer à quel point ça a vraiment. Parce qu'il n'y a plu, en fait, tout le week-end. Donc, c'est difficile de mesurer est-ce que vraiment ça a fonctionné, pas fonctionné, parce que comme il y a eu plu tout le week-end, bien, ça a donné un résultat un peu moins intéressant. Bien sûr, ils ont dû se réajuster aussi parce que là, ben, tout le monde voulait se lever et danser. Fait que là, c'était l'idée d'inciter les artistes à développer des chorégraphies plus assis pour que les gens ne se lèvent pas. Donc, tu sais, il y a eu toute une adaptation à faire à ce niveau-là aussi. Si on continue, donc, les questions, on se rappelle le commando couleur de tout à l'heure. Donc, ils avaient fait des œuvres avec les mots du commando et ils ont vendu les dites œuvres à la fin. Donc, ça a ramené de l'argent supplémentaire. Et avant le festival aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une vente aux enchères en fait, de 3 spectacles de Gab Bouchard. Donc, c'est 3 dates pour avoir le spectacle VIP là, chez vous. Mais chez vous, ici, on visait plus des entreprises dans la stratégie. Donc, c'est un spectacle de 40 minutes. Il allait avoir une représentation le jeudi, le vendredi, le samedi. Et la vente aux enchères était animée par Pascal Binette, que vous voyez ici, qui est vraiment une personnalité dans la région. Moi, je vous le dis, là, pour des besoins de recherche, j'ai été regarder
la dite vente aux enchères, je l'ai trouvée en ligne, ça a fait ma soirée. Je veux dire, j'ai été me chercher un verre de vin, c'était mon show d'humour. J'ai tellement ri. Puis là, mon conjoint est arrivé et il dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu regardes une vente aux enchères? Puis je dis non, mais c'est vraiment drôle, viens t'asseoir avec moi. Puis on a comme plugué plein d'amis, puis on a tous vraiment eu une belle soirée à regarder la vente aux enchères. Fait que si vous ne savez pas quoi faire une soirée, je vous invite vraiment à aller voir cette vente aux enchères-là. C'est vraiment rigolo. Si vous aimez un peu l'humour absurde, là, vous allez être servi. Donc, voilà, fin de ma parenthèse. Donc, c'est ça. Donc, bien sûr, c'est des quartiers, comme on dit, bien délimités pour ceux qui pouvaient gagner ou bider sur l'enchère en question. Respect des règles sanitaires était mis de l'avant, masque, distanciation, nombre de personnes maximales, etc. Et c'était une semaine avant. Donc, Facebook Live, encore une fois, disponible 24 heures pour le spectacle. Mais les gens étaient prêts. C'est ça l'affaire, c'est qu'ils avaient fait vraiment un travail en amont de contacter les entreprises le plus possible, de faire un buzz auprès des entreprises. Donc, les gens avaient ramassé leur budget, ils attendaient la vente aux enchères pour pouvoir bider. Ils ont ramassé près de 10 000 avec cette vente aux enchères-là. Et vraiment, ce qui était mis de l'avant comme message aux compagnies, c'est vraiment remercier vos employés, faites le spectacle dans votre cours d'entreprise. Ça a été difficile les derniers mois. Donc, une façon de vraiment montrer votre reconnaissance envers vos employés dans ces temps difficiles-là, puis d'amener un petit peu de couleur. Là. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est le côté qui était très intéressant. Donc, ici, vraiment, cet exemple-là, ce que je trouve intéressant, c'est bien sûr le fait qu'on a un gros événement, qu'on ne sait pas s'il va avoir lieu, fait qu'on a décliné en plein de petites initiatives euh, qui finalement ont fait des synergies ensemble. Donc, il y a quelque chose de cohérent dans tout ça et ça a été possible parce qu'on a pris le temps de réfléchir puis de se faire plusieurs scénarios et de tirer le meilleur de tout ça pour toujours essayer que ça soit en synergie puis qu'on ait finalement un momentum à la fin. Donc, c'est un peu un addon, mais qui n'aurait pas été possible si ça n'avait pas été réfléchi vraiment stratégiquement avant, en fait, pas stratégiquement, mais si on n'avait pas eu plusieurs scénarios avant, ça n'aurait pas pu être possible. Et deuxième chose qui est vraiment intéressante, c'est la collaboration de toutes ces organisations-là. Donc, on parle ici du FME, du Théâtre du Vieux-Noranda, qu'on parle de... Il y était plusieurs à se mettre dans le projet. Et ça, c'est quelque chose qui, quand je jasais avec eux, ils me disaient, bien, c'est vraiment quelque chose qu'on met de l'avant, la collaboration de nos organisations, parce qu'on est en région éloignée. Puis l'idée, c'est vraiment j'ai trouvé ça très beau, ils disaient se démarquer ensemble. Parce que qui va aller, tu sais, il n'y a pas un diffuseur qui va booker un show pour un artiste un soir en Abitibi, ça ne fait pas de sens. Fait qu'il faut qu'ils fassent comme une tournée, il faut qu'il y ait comme une visibilité. Fait qu'ils n'ont comme pas le choix. Le territoire est tellement grand de se mettre ensemble puis de mettre leurs forces ensemble. Et là, ça va au-delà de ça. C'est que maintenant, ils font même des demandes financières ensemble. Donc, et quand ils font ça, bien, on regarde c'est qui le meilleur porteur de projet pour faire cette demande-là. Et là, je n'ai pas noté les détails pour cette conférence-là, mais exemple, Emploi Québec, ben, c'est un tel. Puis au Calque, c'est l'autre. Puis au CAC, ben, c'est un autre. Puis c'est toujours, à chacun des projets, on regarde qui est le plus fort pour déposer ce projet-là, qui a le plus de chances de l'avoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans cet exemple-là. Puis ça augmente le pouvoir d'attraction, en fait, de se mettre ensemble ici. On n'est pas comme compétiteurs, on est vraiment collaborateurs. Et donc, ça crée une habitude de travailler ensemble. Et la clé là-dedans, ben, quand je les écoutais, c'était vraiment la transparence. La transparence au niveau des budgets, des contrats et le partage des problématiques. Puis c'est vrai que si on garde nos chiffres pour nous, souvent on a peur, hein, il y a des organisations, puis il y a certains secteurs plus que d'autres, parce qu'on a peur de dire on va collaborer, on va ouvrir nos données, on va se parler. Et c'est là où, en bout de ligne, on va devenir perdant. L'idée, on est vraiment dans une ère de collaboration, de mutualisation des ressources. Donc, c'est vraiment quelque chose à penser. Et ici, ben, la clé, c'est vrai que si, pensez-y, là, si vous voulez faire confiance à quelqu'un, il faut être transparent. Et donc là, d'où budget, contrat, partage des problématiques va devenir important, puis vous allez être beaucoup plus fort si vous unissez vos forces. Et donc, aussi, l'autre enjeu qu'il y a, c'est comment on rémunère les projets, parce que certains vont être financés au fonctionnement, d'autres plus au projet. Donc, eux, ils ont réglé ce problème-là en disant, ben, on va y aller vraiment au nombre d'heures qu'on a fournies sur le projet. Donc, ça devient vraiment une rémunération qui est beaucoup plus équitable et qui n'est pas juste aux dépenses. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse de mettre de l'avant, ben, peut-être des petits points à avoir en tête.
Et aussi, tu sais, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus pour les arts vivants. On l'a vu beaucoup en pandémie, cette espèce de côté-là qui s'est créé où est-ce que a un contenu, l'autre, tu sais, qui est un diffuseur, a besoin de contenu. Donc, il y a beaucoup d'alliances qui se sont faites à ce niveau-là et ce serait intéressant que ça perdure dans la suite, là. Euh, donc, c'est quelque chose donc qu'on dit, bien sûr, a fallu user de beaucoup de créativité pour se démarquer en temps de crise, mais cette créativité-là, elle doit perdurer ensuite. Donc, c'est important d'évaluer vraiment les possibilités d'alliance avec les différentes organisations, en fait, qui œuvrent dans le même secteur que vous. Bien sûr, ici, dans votre territoire, mais au Québec, en général aussi, ça peut être même ailleurs dans le monde. Puis, tu sais, ce que la pandémie a montré, c'est que ça donne accès, bien sûr, à un plus grand réseau, à un plus grand auditoire, à plus de spectateurs, mais aussi, ça permet des nouvelles stratégies de financement communes. Donc, ça permet de solliciter davantage, bien sûr, de bénévoles, de donateurs, mais aussi de faire, comme on disait tantôt, les demandes d'aide financière de façon commune. Donc, moi, je pense vraiment, de plus en plus, c'est aussi de plus en plus vers ça qu'on va, que la collaboration et la mutualisation va vraiment être la clé pour la pérennité notamment des petits organismes. Donc, c'est vraiment mieux de s'unir que de travailler en silo. Vous allez vraiment pouvoir partager des connaissances aussi, il y a tout ce côté-là. Puis l'autre côté, c'est que les bailleurs de fonds, de plus en plus, commencent à préférer ça aussi, il y a des bailleurs de fonds qui maintenant vont donner co-projets qui sont mutualisés ou encore qui sont faits en collaboration parce qu'ils trouvent que ça a un beaucoup plus grand impact. Donc, c'est quelque chose à vraiment réfléchir, l'impact que vous allez avoir avec vos projets auprès de la communauté. Et le fait de s'associer comme ça, de s'unir, bien, permet de rejoindre un plus grand nombre de personnes, puis d'être souvent complémentaires dans nos missions. Parce qu'il n'y a personne qui a exactement votre ADN. Donc, vous allez être complémentaires sur certains points, puis ça va vous permettre d'être plus fort. Donc, c'est quelque chose qu'on voit déjà beaucoup dans le communautaire, mais c'est quelque chose que j'invite fortement les autres secteurs à se développer davantage à ce niveau-là. Donc, c'est ma petite parenthèse sur la mutualisation et la collaboration, mais que je trouvais vraiment qu'il y avait fait quelque chose de très intéressant à ce niveau-là, au niveau de la métier. Autre exemple maintenant, le Oktoberfest de Repentigny. Donc, l'Oktoberfest de Repentigny, bien sûr, ont dû annuler. C'est quoi? C'est un festival, c'est comme un Oktoberfest, mais à Repentigny, où est-ce que c'est un festival de la bière. Ils sont quand même restés très actifs auprès de la communauté. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, ils ont tourné l'événement en version web. Tourné, je veux dire, ils ont converti l'événement en ligne, finalement. Et l'idée, c'était vraiment, ils ont mis un gros effort à garder la communauté engagée. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'il y avait un quiz par mois, donc de juillet à octobre, 4 humoristes relativement connus. Puis ils ont enregistré ça au Randolph. Là, ceux qui ne connaissent pas, c'est un bar c'est un bar à jeux, finalement, qui est spécialisé dans les jeux. Et ils diffusaient en Facebook Live. Donc, ça permettait, en fait, l'idée, c'est que dépendamment où on serait dans la pandémie, parce qu'on ne savait pas d'un mois à l'autre où est-ce qu'on serait. Donc là, on planifie ça 4 mois à l'avance. Bien, si jamais on déconfinait, bien, ça permettait d'avoir une formule qui serait hybride parce qu'on aurait pu avoir des gens en live dans le Randolph en même temps qu'on diffusait en ligne. Et ensuite de ça, ça permettait un enregistrement qui était de qualité au niveau de la vidéo. Et ça permettait évidemment de toucher plusieurs personnes hors frontières, des gens qui normalement n'allaient peut-être pas à leur festival, donc de se faire connaître au-delà des frontières habituelles. Si on regarde ici, donc mettons qu'on était sur la page de l'événement, donc on pouvait choisir soit la date ou soit l'humoriste qu'on voulait voir. Et là apparaissait le menu qui était recommandé pour la soirée. Donc, on pouvait acheter directement, en fait, je vais vous montrer ici, on peut acheter directement sur le site de Métro. Donc, on a le bouton à droite d'achat. Donc, on avait une brève description des produits. Et là, à droite, on a le panier qui permet d'acheter directement. Donc, ça générait du trafic pour le commanditaire Métro. Ça amenait des gens sur sa plateforme en ligne. Donc, ça, c'est intéressant pour le commanditaire. Puis, on s'entend que c'est rare qu'on va juste acheter en ligne une bière. Donc, si on est déjà chez Métro, on va en profiter, on va acheter plus de choses pour faire ses emplettes pour la semaine ou le week-end ou peu importe. Donc, et aussi, en temps de pandémie, il y a plusieurs personnes qui n'avaient jamais fait l'épicerie en ligne ou encore même des achats en ligne. On a vu beaucoup ça. Donc, ça permettait de familiariser les gens avec l'outil en ligne de Métro, donc du partenaire, donc de peut-être se joindre une clientèle plus grande pour la suite. Donc, il y avait quelque chose là-dedans qui est intéressant pour le commanditaire. Ensuite de ça,
Au niveau du déroulement, ben, on est vraiment dans une joute classique de quiz assez habituelle, donc des rondes normales. Et en plus de ça, on faisait 2 accords avec un spécialiste qui était à distance, donc 2 accords, ici, c'était fromage-bière principalement, là. Et on avait des questions des commanditaires, donc la question métro, la question trou du diable, la question éduc-alcool. Et la question éduc-alcool devenait intéressante parce que là, on ramenait un élément, responsable à l'événement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et si on regarde ici, bien, ça permettait vraiment de mettre de l'avant les marques. Tu sais, souvent, c'est une question qu'on s'est posée, les commanditaires, qu'est-ce qu'on fait avec eux maintenant qu'on est en ligne? Où est-ce qu'on les met? Comment on peut les mettre de l'avant? Donc ça, je trouve que c'est un bel exemple de qu'est-ce qu'ils ont fait pour les mettre de l'avant. Donc, bien sûr, ce qu'on peut voir, c'est dans le fond, on voit le logo de métro qui est resté présent pendant tout l'événement. On a le nom du OctoQuiz qui était là en backdrop, donc il est resté aussi. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut mettre bon, la bière à l'honneur ou le fromage à l'honneur et régulièrement, on peut remettre la bannière de métro qui vient comme ça se mettre en ligne. Donc, ça permet de donner une certaine visibilité aux partenaires en ligne. Euh, Ensuite, si on regarde ici, donc on avait la question métro dont on parlait tantôt. Donc, c'était un bouton qu'on pouvait aller cliquer. Et là, on tombait sur ce formulaire-là qui permettait de remplir ben, avec ses coordonnées, de pouvoir répondre à la question métro et de pouvoir gagner un prix. Donc, ça, c'est intéressant parce que pour le commanditaire, il peut amasser de la donnée directement de la clientèle et donc les rejoindre. Mais là, ici, c'est via un concours. Et donc, après ça, les rejoindre. Donc, ça aussi, ça a une valeur pour les commanditaires. Donc, souvent, quand on dit, bien, qu'est-ce qu'on peut faire en ligne? Bien, un concours comme ça, c'est quelque chose qu'on peut ajouter dans les événements en ligne pour donner une visibilité aux partenaires, mais pas qu'une visibilité, mais donner des bénéfices aux partenaires. Donc, ce qui est intéressant, en fait, dans l'événement du Oktoberfest, je m'excuse, j'ai un trou de mémoire, c'est ça, Oktoberfest de Repentigny, pardon. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment que l'événement en ligne est vraiment resté à leur image. Un peu comme on voyait avec Interligne tantôt, on est vraiment resté dans l'esprit de qu'est-ce que c'était l'événement, de qu'est-ce qui était l'ADN de l'événement. Donc ici, on réunit plaisir, microbrasserie, bouffe, humour. Donc on est vraiment dans cet esprit-là, même si on est allé en ligne. Et en plus, ici, c'est que c'est un beau véhicule pour des marques. Donc, ils ont fait ça quand même assez tôt dans la pandémie. Donc, c'était vraiment un bel exemple de comment mettre les marques à l'honneur. Donc, d'autres idées, tu sais, souvent, c'est une question qu'on me pose en commandite, comment est-ce qu'on peut bien placer les commanditaires? Donc, ça, ici, on a vu ces idées-là. Il y a bien sûr l'idée de peut-être préenregistrer une capsule vidéo qu'on va présenter au début de l'événement, donc qui parlerait vraiment de pourquoi le partenariat est là, donc de vraiment faire le lien entre votre partenaire et votre événement. Et le fait d'avoir la capsule vidéo permet de limiter le temps puis d'avoir vraiment quelque chose de professionnel aussi. Parce que souvent, quand on cède la parole, ben oups, il y a du débordement, on le sait, on l'a vécu en événement, donc les gens parlent 5 minutes, 20, 10 minutes, puis c'est beaucoup trop long pour un événement. Donc, c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc, ça permet de cadrer le temps. Des fois, ça permet aussi de revoir ce qui va être dit. Ensuite de ça, bien sûr, le concours, ça peut être aussi de nommer des sous-salles au nom des commanditaires, donc les petits groupes qu'on va faire, le nom des tables, ça peut être dépendamment quelle formule ça prend. Donc, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites. Une des choses qui est très intéressante pour les partenaires, c'est peut-être pas accessible à tout le monde. C'est pas vous qui va faire ça dans votre sous-sol, ça va vous prendre une agence pour faire ça. Mais quelque chose qui peut être intéressant à réfléchir, c'est vraiment ce qu'ils appellent coller des pixels sur les participants. Donc, c'est vraiment un outil de remarketing qui est en fait, qui sert à intercepter les participants en ligne avec le consentement du participant. Ce que ça veut dire, je vous donne un exemple très concret, là. Vous magasinez chez IKEA ce week-end, vous regardez des canapés, et là, oups, vous allez sur Facebook, la première chose que vous voyez, c'est qu'on vous présente des canapés d'IKEA. Là, vous allez sur Amazon, on vous présente des canapés d'IKEA. Donc là, on dit, mais voyons comment ça que. Mais c'est exactement ça. Quand on vous demande d'accepter les cookies, dans le fond, c'est un petit peu ça qui se passe. C'est qu'on colle les pixels puis qu'on peut vous suivre comme ça. Donc, ça permet de relancer les usagers pendant une période de temps donnée via une campagne de recyclage. Donc, c'est vraiment ce qui est fait ici. Donc, exemple, si vous avez un événement, bien, qu'on demande à vos participants est-ce que vous acceptez comme ça qu'on puisse vous retracer, que le partenaire, mettons que c'est Vidéotron, votre partenaire, que pendant X temps, quand vous allez sur d'autres sites, on peut vous placer de la publicité ciblée de Vidéotron qui va vous apparaître quand vous allez visiter d'autres sites. Donc ça, bien sûr, les meilleures pratiques veulent que ce soit très clair, que ce soit dit aux participants avant.
Mais c'est quelque chose qui a vraiment une grande valeur pour le participant, donc c'est pardon, pour le commanditaire. Donc, c'est quelque chose à réfléchir si jamais vous êtes en mesure de faire ça. Mon Dieu, c'est ça, l'affaire avec les trucs en ligne, c'est qu'on a toujours de la difficulté à mesurer le temps. Fait que des fois, j'ai beaucoup trop de stock, des fois, il en manque, mais c'est correct, ça nous laisserait le temps d'échanger ensemble. Donc, en fait, si on regarde la suite, ben, c'est vraiment certain nombre d'avantages de faire des événements en ligne. C'est bien sûr le côté hybride ou encore ce que les gens appellent digital, c'est ce qu'on voit de plus en plus, omnicanal. Donc, c'est là pour rester. On s'entend, là, c'est pas quelque chose qui va disparaître. On le voit beaucoup au niveau des événements corporatifs, des conférences, c'est quelque chose qui va beaucoup rester en ligne. C'est très pratique comme format. Si on n'a plus à aller, mettons, au congrès, machin, on veut juste voir telle conférence, bien, on le fait dans son bureau en 2 rencontres. La formation, même chose, ça va être beaucoup quelque chose qui va être appelé à rester en ligne. Pour les événements où est-ce qu'il y a plus de réseautage, tout ça, bien, les gens aiment bien le côté humain, puis ça va manquer. Par contre, l'idée de rejoindre un public plus large, au-delà des frontières ou encore plus large en termes d'âge, bien là, ça devient très intéressant de garder la formule hybride. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'on s'attend qui va rester, puis ça va être à vous de voir est-ce que vous le conservez ou pas. Parce qu'il y a quand même des avantages. Je veux dire, on n'a pas de liste d'attente quand on est en ligne. Souvent, on n'a pas vraiment de limite de capacité. Des fois, on en met, mais dépendamment des plateformes qu'on utilise, on ne serait pas toujours obligé d'en avoir. Il n'y a pas non plus de file d'attente. Je veux dire, on entre tous en même temps dans la salle. S'il pleut, ben, on n'a pas besoin de penser à un plan B pour l'attente ou ci ou ça. Comme on dit, on rejoint les gens au-delà des frontières. Ça permet aussi de faire beaucoup d'alliances aussi avec d'autres organisations dans les événements. Donc, aussi d'avoir, exemple, tu sais, je ne sais pas, OK, on fait une conférence avec quelqu'un, exemple, qui est à Vancouver, bien là, ça va être beaucoup plus facile au niveau du déplacement, tout ça. On n'a pas à se déplacer. Donc, tout ça rend les choses plus faciles. Et bien sûr, ça peut être pour certaines personnes plus confortable de rester dans le confort de leur maison ou de leur bureau. Si on regarde plus, qu'est-ce qu'on regarde qui se dessine, qui s'en vient, bien, au niveau de la valeur ajoutée, on pense de plus en plus à tout ce qui est prime, exclusivité. Donc, comment créer un différenciateur, finalement, un genre d'expérience VIP en ligne. Donc, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup regardé. En fait, ça serait un peu, une des idées qu'on voit beaucoup, c'est de permettre aux participants de se connecter véritablement les uns aux autres. Donc, comment on va se différencier dans les niveaux de privilèges. Donc, c'est ça qui a souvent une valeur, c'est de pouvoir échanger. Est-ce qu'on va faire un différenciateur de prix à ce niveau-là ou est-ce qu'on va mettre différentes possibilités d'accès en ligne? Est-ce qu'on limite certains accès? Est-ce que d'autres sont plus étendus dans le nombre de privilèges qu'on a quand on se connecte à un événement? Et bien sûr, bien, toujours dans l'idée des VIP, c'est de le limiter à un certain nombre de participants pour créer un phénomène de rareté et ainsi pouvoir augmenter le prix de ces billets-là. Tout le côté aussi micro-expérience qui devient très importante en ligne. Donc, on l'a vu au fil des exemples, c'est comment créer des expériences qu'on ne pourrait pas s'acheter autrement. Donc, comment on fait ça en ligne? Donc, c'est là où il faut devenir créatif et bien sûr de rester en lien avec votre mission le plus possible. Mais les événements intimes en petits groupes ont beaucoup la cote en ligne parce que ça permet justement les échanges et ça permet donc le réseautage à distance. Mais en fait, ça peut être tout ce qui a une valeur ajoutée pour votre communauté. Donc, c'est vraiment à vous de savoir où est-ce que votre communauté ou en tout cas vos participants, ce à quoi ils accordent de l'importance et c'est là où vous pouvez créer un différenciateur dans vos différents bénéfices offerts ou encore dans vos différents prix. Autre chose qu'on voit aussi qui se pointe le bout du nez, c'est tout ce qui est test rapide et surveillance pour les événements. Donc là, j'ai même vu certains pays qui parlent de faire des tests pré-événementiels pour être sûr que bon, les gens qui sont là sont pas contagieux, si on veut. Il y a aussi, tu sais, on parle de plein de choses actuellement, là, tu sais, il y a pas de il n'y a personne qui a la réponse à ça, mais dans ce qui se parle au niveau de l'événementiel, il y a toute la question des chiens qui peuvent détecter la COVID, jusqu'à des tests qui seraient faits à partir d'échantillons de salive en tests rapides. Donc, il va y avoir de plus en plus de nouveaux moyens d'identifier les virus, pas juste la COVID, éventuellement, il va sûrement en avoir d'autres aussi. Donc, il y a même un centre de recherche que j'entendais à l'Université de Turquie qui affirme qui ont mis un test de coronavirus ultra rapide qui aurait une précision de 99 puis qu'on aurait un résultat dans 10 secondes. En tout cas, à suivre.
Donc, il y a déjà des tests de forme rapide comme ça, de tests. On pense à l'aéroport de Los Angeles qui en ont un. Donc, c'est quelque chose, est-ce qu'on va mettre ça en place dans les événements? Est-ce que c'est quelque chose nous, on va faire juste à l'étranger? Est-ce que ça va se transporter ici? On ne le sait pas, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, qui est dans l'air, qui est en discussion pour l'instant. Donc, on peut quand même imaginer que certains événements vont exiger que peut-être aussi les participants portent des bracelets, exemple Bluetooth, ou encore des puces RFID ou ce genre de choses-là qui permettraient de retracer les contacts qu'il y a eu entre les gens. Donc, si en cas d'éclosion, on puisse rapidement retracer les gens qui ont été à proximité ou qui ont pu entrer en contact les uns avec les autres. Fait que ça permettrait plus rapidement de pouvoir faire du dépistage. Donc, en tout cas, c'est vraiment pour l'instant complètement inconnu. Ça fait partie du domaine des possibles. Quand on regarde l'avenir, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, ça fait partie des conversations actuellement. Il n'y a comme personne qui a la réponse pour le moment, mais quelque chose à garder en tête. Avant la pandémie, quand on parlait d'événements, on parlait beaucoup des tendances, puis on parlait de tout ce qui était local. On parlait de tout ce qui était écologique, de zéro déchet. On parlait de vraiment ramener la connectivité, en fait, de déconnecter des cellulaires, de ramener la connectivité. En même temps, parallèlement à ça, on parlait d'univers immersif, donc de mettre beaucoup l'intelligence artificielle de l'avant. On parlait de vraiment tout ce qui était insolite, donc tout ce qui est inusité, tout ce qui est expérience, vraiment de miser sur l'expérience, de miser sur ce qui apportait quelque chose qu'on ne pourrait pas, souvent je l'ai dit au fil de la présentation, qu'on ne pourrait pas acheter autrement, mais qu'on pourrait vivre cette expérience-là via l'événement qu'on nous proposait. Donc, ça, c'est des choses qu'on a beaucoup mis de l'avant juste avant la pandémie. Et bien sûr, tout le volet bien-être aussi, là, le volet santé, saines habitudes de vie, relaxation, etc., là, tout ce qui est vraiment bien-être. Donc, ça, c'était vraiment les tendances avant que la pandémie arrive. Et quand on regarde les tendances post-pandémie, on dirait qu'on reprend exactement où est-ce qu'on a laissé avec ces tendances-là. Donc, c'est vraiment ce qui risque d'être mis de l'avant au moment de déconfiner dans les événements, c'est ce que les gens euh, ont en tête de vraiment promouvoir dans les événements. Donc, je vous invite à peut-être regarder ça de votre côté si vous faites des événements. Donc, ça fait vraiment le tour de ce que je voulais vous dire. C'est ça qui est en ligne. On a toujours du mal. Soit j'ai trop de temps, soit j'en ai pas assez. Fait que, en tout cas, voilà. Mais en fait, je trouve ça quand même intéressant parce que, ben, ça permet une période de questions qui est quand même intéressante, mais aussi peut-être d'échanger entre nous sur vos différentes initiatives ou encore si vous avez peut-être des idées à partager ou des questions à poser à moi ou encore à vos pairs. Je veux dire, il y a plein de gens ici qui sont dans le même secteur, donc ça peut être vraiment intéressant d'échanger entre nous. Fait que c'est un peu ce que je vous inviterais à faire pour le temps qui reste. Donc, d'abord, Natacha, j'aimerais ramener des questions qui oui, bien sont sûr. apparues dans le chat. Oui, bien sûr. Alors, quand tu parlais d'événements genre interligne, tu sais, ce genre d'événements bénéfices-là, la question c'est, est-ce que ce genre d'événement fonctionne bien pour des organismes qui ne sont pas enregistrés, qui ne peuvent pas émettre de reçus, en fait, de charité? C'est la première question. Bien, ça dépend. Ça dépend du public que vous avez, ça dépend du prix du billet, puis ça dépend de ce qu'on va offrir. Parce qu'on s'entend que quand on n'a pas de reçu de charité, de toute façon, le reçu de charité, faut savoir qu'on va enlever tout ce qui est un avantage perçu. Donc, la partie repas, exemple, la partie spectacle, la partie, etc., bien, doit être retirée du montant du reçu qu'on va recevoir. Donc, première des choses, donc, exemple, le billet est à 200 mais on n'aura pas un reçu de charité de 200 si on participe à un événement. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose, bien, dépendamment du prix du billet, si, exemple, vous faites un prix je sais pas, 50 puis en échange, on a, je ne sais pas, moi, X consommation ou X trucs, bien, souvent, les gens ne vont pas dire ah, j'ai même pas eu de reçu de charité. Ça dépend de votre communauté, euh, mais c'est quelque chose qui n'est pas. Un n'empêche pas l'autre, là. Donc, il y a énormément d'organisations qui le font quand même, mais ça doit être communiqué clairement qu'il n'y aura plus de reçu de charité. Parce que je ne sais pas qui a posé la question, je serais intéressée. N'hésitez pas à ouvrir votre caméra et votre micro puis à interagir avec moi, à me dire si je réponds bien à votre question. Oui, on pourrait peut-être départager l'écran pour voir davantage. C'était Gabriel Thériault qui avait posé la question. Si vous souhaitez rebondir, n'hésitez pas à vous manifester. Oui, c'est moi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous Oui, entend, oui?
Oui, OK. Ben oui, c'est ça, c'est moi qui ai posé cette question-là. En fait, je voulais, parce que c'est ça, nous, on n'est pas encore un organisme de bienfaisance. Puis, c'est ça, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des soirées bénéfices qui nous permettent de ramasser, tu sais, beaucoup de sous. On dirait que des fois, j'ai de la misère à me dire que les gens vont venir quand même si on leur offre pas la bienfaisance, là, tu sais. Bien, en fait, ça dépend du prix du billet. C'est sûr que si vous faites un prix à 2000 bien, premièrement, il faut que vous ayez ce réseau-là. Puis là, c'est sûr que si vous n'offrez pas de reçu de charité en échange d'un billet à 2000 ça va être difficile. Par contre, si on parle d'un billet en bas de 100 bien, ça arrive parce que les gens vont se dire, bien, c'est une expérience, tu sais, c'est de l'argent que j'aurais mis, mettons, pour aller au resto, pour aller à telle soirée. Donc, on est capable quand même de faire la part des choses. Puis les gens qui viennent, bien, souvent vont venir soutenir votre cause. Donc, ils sont là pour vous encourager, entre guillemets, là, vous supporter. Donc, c'est quelque chose qui peut être comme séparé, là. Mais tout dépend de votre communauté, tout dépend de combien d'activités, ce que vous faites comme événement. Donc, en gros, c'est ça. Il existe aussi je ne sais pas où est-ce que vous êtes situé, mais sachez aussi qu'il existe des programmes si vous êtes à Montréal, par exemple, il y a du parrainage fiscal qui est offert par le Conseil des arts de Montréal. Puis le parrainage fiscal, en tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans trop non plus, là, mais c'est quelque chose qui peut être fait de façon, pas juste avec le CAM, mais ça peut être fait via d'autres organisations aussi. Si vous vous entendez, puis vous avez un contrat, puis vous mettez ça clair auprès de Revenu Canada, c'est des choses qui peuvent être faites aussi. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Maëva? Tu disais qu'il y avait d'autres questions. Peut-être j'inviterais les gens à directement prendre leur micro puis les poser. Isabelle, je te cède la parole. Isabelle Perron. Oui, bonjour. Vous aviez parlé qu'il y avait des expériences de mutualisation au niveau de levée de fonds par des organisations communautaires. J'aimerais ça que vous me donniez quelques exemples concrets. Bien, je peux vous parler rapidement comme ça. Là, quand on n'est pas préparé, des fois, l'exemple, il ne vient pas vite. Mais au niveau communautaire, rapidement, qu'est-ce qui me vient? C'est le quartier nourricier. Est-ce que vous êtes situé à Montréal, vous? Oui, à Montréal, oui. Oui. Dans Hochelaga, Maisonneuve, dans le centre-sud, en fait, le quartier nourricier, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'est une activité de marché, là, je crois. Bien, c'est en fait, ou... c'est 4 organisations. En fait, Centre-Sud, Hochelaga Maisonneuve, c'est comme le quartier très défavorisé là, à Montréal. Et c'est vraiment un quartier je m'excuse, un désert alimentaire, là, vraiment. Et les 4 organisations ont décidé de se joindre ensemble pour, en fait, agir là-dessus. Et l'idée, c'était de construire une serre qui serait présente à l'année, dans laquelle on pourrait former des gens, former la population, donc éduquer aussi la population, donc faire de l'éducation citoyenne. Et les légumes, on pourrait les vendre dans un marché, puis fournir aussi les invendus aux banques alimentaires, puis fournir des restaurants locaux avec ça. Donc, en gros, là, si je vous résume un peu le projet. Et l'idée, eux, ils avaient à l'époque Gaz Métro, qui est maintenant Énergir, qui ont leur siège social dans le quartier et qui ont décidé d'aller les rencontrer. Et là, ils les ont rencontrés en amont du projet. Ça aussi, c'est intéressant dans cet exemple-là parce qu'ils n'ont pas attendu que le projet soit monté pour aller les rencontrer. Ils ont vraiment joint au projet comme partie prenante en amont en disant, voici le projet qu'on a. On a vraiment besoin de vous. Premièrement, vous constatez la même réalité que nous. Vous êtes dans le même quartier que nous, donc vous le voyez tous les jours. Et deuxièmement, on a besoin de votre expertise parce que nous, chauffer une serre à l'année, on ne sait pas comment faire ça. Puis en plus de ça, on aurait besoin de votre matière première qui est du gaz naturel. Et on aurait besoin aussi de votre réseau pour nous aider à soutenir ce projet-là. Donc, ils ont embarqué dans le projet et c'est comme ça que ça a vu le jour. Donc, on a cette espèce de demande financière-là qui a été supportée par 4 organisations qui vient du milieu communautaire et qui s'est fait dans le Centre-Sud et qui a vu le jour. J'ai vu aussi dans le chat qu'il y a des gens qui donnaient d'autres exemples. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole et en donner d'autres. Il y a des gens qui ont proposé des choses dans le chat, là. Mais je pense qu'il y avait Isabelle Doyon, parce que nous, on est basé dans Hochelaga Maisonneuve, là, donc je connais bien la réalité Centre-Sud et Hochelaga Maisonneuve. Puis elle disait que c'était supporté par une table de concertation aussi. Là, c'est un projet collectif. OK. Mené par une table, la table cigale en sécurité alimentaire. Donc, c'est des projets
Mais je parlais levée de fonds pas spécifiquement pour un projet. Ça, c'est normalement, oui, en effet, ça existe avec le milieu communautaire. Là. Mais je parlais au niveau de levée de fonds pour aller chercher des sous, pour assurer les missions de base des organisations. Tout ça. Je me demandais voir si ça existait, parce que moi, c'était une idée que je voulais faire moi, pour Hochelaga Maisonneuve, plutôt que de faire des levées de fonds individuelles, de faire ça collectivement. Donc, Ben, c'est tout à fait dans l'air du temps. En fait, là, vous me demandez un exemple, c'est juste, ça fait exprès, là, j'ai comme la tête vide, mais ça va me faire plaisir dès que ça va faire ça, là, je vais en avoir plein qui vont m'arriver, je vous les enverrai, ça va me faire plaisir de les partager à la Fondation qui pourra vous les partager, là. Mais là, vite comme ça, je n'ai pas d'exemple qui me vient, ça viendra peut-être dans les prochaines oui, parce minutes. que ça existe des projets en concertation, en effet, là, puis tu vas chercher Tout à fait. Puis en levée de fonds aussi, il y en a. Oui, ça existe. Mais c'est juste que là, ça ne me vient pas. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des exemples à donner, des beaux exemples à partager. Ou, Oui, Nathalie, je pense que vous avez la main levée. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, des fois, quelqu'un a une initiative, tu sais, pour faire une levée de fonds, surtout là en pandémie. Puis ce qui manque souvent, c'est un réseau de vendeurs. Fait que, tu sais, de faire des partenariats avec des gens qui n'ont pas pu faire une activité, mais qui ont un réseau de gens qui pourraient être intéressés. Tu sais, je pense, nous, personnellement, on avait une activité en présentiel, évidemment, qu'on n'a pas fait qu'on l'a transformé en boîte gourmande. On avait un réseau qu'on était capable d'en vendre une certaine partie. Fait qu'on s'est associé avec d'autres clubs de la région en disant, vu, nous, on organise toute la logistique. Si vous nous amenez des gens qui achètent la boîte, on partage les profits 50-50. Fait que ça fait juste comme étendre le réseau. Fait qu'au lieu de vendre 500 boîtes, on est capable d'en vendre 900. Puis on a moins de profits, mais on ne les aurait pas eu de toute façon sans eux. Donc, c'est un peu... c'est pas un exemple super, c'est juste un exemple bien banal. Non, en fait, c'est un très bon exemple, l'idée du partage de réseau. Puis vous me faites penser à un autre exemple, en fait, avec cet exemple-là, à la Fondation des Étoiles avec Balnéaire, qui est un spa. Donc, c'est carrément loin. Tu sais, on n'est pas dans un organisme avec un organisme de charité, on n'est pas là-dedans. On est vraiment un organisme qui approche quelqu'un vraiment pour son réseau. Donc, l'idée, c'était que ils avaient envoyé à tous leurs abonnés de Balnéaire, genre, telle journée, au spa, toutes les entrées vont être remises à la Fondation des Étoiles. Et aussi, pendant X nombre de temps, on pouvait acheter un billet de concours. Et là, le concours coûtait 10 et on pouvait gagner une entrée pour 2 pendant le week-end avec un séjour à l'hôtel qui venait de construire, repas, etc., etc. Et ce que ça donnait, c'est que si on achetait notre billet de concours 10 la fois d'après qu'on retournait à Balnéa, notre entrée était réduite de 10 Fait qu'en gros, ça ne nous coûtait rien participer au concours. Eux, ça générait des entrées parce que, on avait notre rabais, donc on y retournait. Et donc ça, l'argent était remis à la Fondation des Étoiles et bien sûr, il y avait la possibilité de faire un don. Donc, tu sais, c'est un petit peu dans le même ordre d'idée que votre exemple, où est-ce qu'on profite du réseau de quelqu'un d'autre qui n'est pas en lien avec nous, mais où est-ce qu'on est complémentaire. Et c'est là, en fait, un peu dans les exemples de collaboration, quand ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait un niveau à certains aspects, qu'on soit complémentaire à des places pour que ça soit gagnant pour les deux. Parce que si on a exactement les mêmes forces, on ne s'apportera pas tant que ça. Tandis que si vous apportez quelque chose, vous allez chercher quelqu'un qui est complémentaire à vous, puis que vous apportez quelque chose, c'est tout aussi l'esprit, ceux qui sont plus familiers avec la commandite, c'est un petit peu tout l'esprit qui est derrière la commandite aussi, cette espèce d'échange, de partenariat, de rétribution qu'on se donne mutuellement. Donc, on est un petit peu dans cet esprit-là, là. Donc, des partenariats ou des collaborations, c'est ça la force. Donc, c'est un très bon exemple. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres exemples ou d'autres questions? On a Isabelle Noyon, puis Manon Durocher après. Oui, Isabelle Doyon. Oui, bonjour. Oui, nous, on a eu un exemple qui peut-être peut se reproduire pour d'autres personnes. Étant donné que tout le monde était en pandémie et que nos commanditaires, d'habitude, chez eux, dans leur entreprise individuelle, font des parties de Noël, on les a sollicités pour voir leur partie de Noël, l'argent des parties de Noël, s'ils le redonnaient à leurs employés ou s'ils ne s'en servaient pas. Et aussi si eux assistaient à des parties de Noël et qu'ils voulaient nous donner cette rétribution-là. Donc, on a obtenu un montant d'argent comme ça en réseau. Je fais un peu du surf sur ce que tu disais. C'était les partenaires de nos partenaires. C'est les montants d'argent des parties de Noël. Et je pense qu'en 3 coups de fil, on a eu 12 000 $, ce qui est quand même super. Ben oui. Et donc,
ça les a aussi incités à faire ça avec les autres organismes à qui qu'ils subventionnent. Donc, on a été plusieurs qui ont les mêmes partenaires financiers, qui ont pu recevoir un montant d'argent instantané parce que les parties de Noël ont été annulées cette année. Donc, je voulais Ah, juste... mais c'est quand même très intéressant, là. C'est une belle initiative. Oh, Manon? Oui? excusez-moi, je veux juste dire aussi, ce qui est la beauté de cette chose-là, c'est qu'il n'y avait pas de reddition de compte. Oui. Oui, ça fait du bien, ça, des fois, de pouvoir s'en sauver. Manon? Une petite pause. Bonjour. Je voulais juste dire bonjour, Julie, ma belle Julie, qui vient de m'envoyer un texto, elle est à la formation. Alors, moi, j'ai un autre exemple qui vient peut-être rejoindre tout plein de points que tu as fait, Natacha. On a chez Filles Actives a pour mission d'amener les adolescentes à être actives pour la vie. Puisqu'il y a une adolescente sur 2 qui arrête de faire de l'activité physique là, à la puberté. Nous avions, juste avant la pandémie, un défi sportif organisé depuis 2 ans qu'on a dû convertir en virtuel et ça nous a amené tout plein de... C'est drôle, on n'aurait pas pu amener l'événement aussi rapidement à évoluer comme ça. Alors, l'année passée, on l'a mis en virtuel et ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à 15 leaders féminins. L'événement, c'était un défi sportif entre mères-filles, puisque nous, notre objectif était de vouloir faire bouger les filles pendant l'été. Alors, l'événement a lieu à la fin vers la mi-août, pendant un week-end. Alors, tu marches, cours ou pédales 20, 30 ou 40 kilomètres en équipe mère-fille. Et l'objectif était double, c'est-à-dire on voulait faire bouger des filles avec des modèles féminins pendant tout l'été et évidemment de pouvoir collecter des fonds, là. Et l'année passée, avec 15 leaders féminins, des femmes d'affaires, on a pu faire bouger tout près de 1000 participantes. Et puis, on a quand même amassé 150 000 $ l'année passée. Et cette année, on a refait l'événement qui va avoir lieu aussi en août et on l'a fait avec 30 leaders. Alors, et notre objectif est de pouvoir faire bouger. En fait, on a doublé notre objectif là, de vouloir faire bouger tout près de 2000 mères-filles pendant tout l'été. Alors, des fois, c'est d'aller chercher des alliés engagés comme ça. Ces alliés, ces fameuses leaders vont rejoindre leur réseau, autant pour la collecte de fonds que pour la participation. Et c'est un super beau lien avec la mission aussi. Tout à fait, tout à fait. Très bel exemple. Puis vraiment dans l'esprit de faire bouger. Puis c'est quelque chose qui peut perdurer au-delà de la pandémie, là. C'est ça qui est intéressant. Ben, en fait, c'est sûr qu'on est en train de réfléchir de pouvoir garder le fameux hybride, là, même quand le monde normal va être de retour. Non, c'est vraiment intéressant. D'autres exemples, d'autres questions? D'autres initiatives peut-être que vous avez fait dans vos organisations ou encore des choses que vous avez, les choses que vous avez essayées qui n'ont pas marché aussi, là, des fois, ça peut être intéressant d'en parler. On peut apprendre beaucoup de ces choses-là aussi, là. Ben nous, tu vois, moi, c'est la fondation du CLSC Suzor-Côté, puis ça fait que c'est à Victoriaville. Puis quand la pandémie a commencé, on s'est vraiment viré de bord. Moi, j'avais un background, avant, j'étais la DG pour les gens d'affaires de Warwick, fait que j'avais un background plus entrepreneur, puis dans le fond, un bon réseau aussi. Je me suis revirée, puis on a fait des promos à gauche puis à droite. Fait que, alors que tout le monde, au plus haut de la crise, là, tout était fermé, bien là, on se disait, OK, fait que là, telle journée, telle heure, tel restaurant, il vous ouvre ses portes, on va chercher une boîte, ça remet 5 piastres à fondation. OK, un autre tantôt, c'est du café, un autre tantôt. Fait que on s'est mis à vendre, c'est pas compliqué, là, des fois, on a tout vendu, on dirait, là, aux 2 semaines, on avait quelque chose. C'est moi, ma réflexion que je voulais juste partager, c'est autant, ça a super bien marché la dernière année, mais là, tu vois, il y a des choses comme notre campagne de café que là, on retombait, que ça faisait comme la 2e année qu'on la refaisait. Puis là, vu que c'était en train de déconfiner, j'ai comme l'impression que
le momentum de ces promos-là vient comme de passer. T'sais. Ça marchait super bien quand c'était fermé, mais là, à cette heure que tout réouvre, ben là, moi, je vais arrêter ça, là, justement. Il y a certaines promos que oui, on garde, comme nous, on a une campagne majeure de points CT en novembre et décembre, mais ça fait comme 20 ans que c'est là. Puis on va vendre à peu près entre 2000 et 2500 plans là, en novembre et décembre. Fait que ça, on la garde tout le temps. Mais les promos à gauche, à droite, ben, dans le fond, on va slacker un peu là-dessus. Bien, c'est sûr que, tu sais, le défi des événements, il faut s'adapter. Puis là, je ne parle pas de s'adapter à la COVID, mais je parle, faut comme, tu sais, j'aime plus ça dire ça, ce mot-là, réinventé, on l'a tellement entendu. Mais tu sais, il faut être créatif d'une année à l'autre. Tu sais, il y a des choses exemple, un événement signature, on va garder la signature, mais si c'est toujours le même événement ou toujours la même affaire, ben, maintenant, les gens se tannent, tu sais. Fait que, comme tu dis, ben, il y a peut-être un momentum dans ta région pour cette activité-là. Puis il y en a peut-être qu'un moment donné, tu vas entendre les gens vont dire Hey, comment ça, vous le faites plus? C'était donc bien le fun. Tu sais, ça se peut aussi. Tu sais. Fait que c'est vraiment de savoir, d'être à l'écoute de sa communauté, de garder qu'est-ce qui fonctionne, mais de constamment pas le bonifier, mais le remettre au goût du jour, si on veut, constamment. Puis c'est ça le défi des événements, là, puis des promotions, comme tu dis. Tu sais. Oui, puis définitivement. Puis, tu sais, un peu, comme tu dis, autant, moi, à un moment donné, j'ai eu l'inquiétude de, mon Dieu, tu sais, les gens sont-ils au rendez-vous? Mais je pense juste que c'est le type d'événement parce que, tu vois, là, nous, on a décidé qu'on faisait un tournoi de golf en présentiel parce qu'on est juste le 8 juillet, puis on va respecter toutes les règles. Ben, tu sais, ça fait un bon 15 jours qu'on est déjà complet, là, pour le golf, là. Fait que, tu sais, autant le golf, c'est rempli comme dans le temps de le dire. J'ai même pas sorti mon communiqué de presse encore. Juste le bouche à oreille, ça a fait, le golf était rempli. Fait que, autant les gens, on sent qu'il y a justement là, ils veulent sortir, ils veulent voir du monde. Puis là, quand ils ont su que c'était en présentiel, puis bien beau que oui, on va avoir 1 million de restrictions, là, mais ça s'est rempli d'un coup. Oui, c'est ça. Il y a des choses aussi, il faut comme aussi évaluer qu'est-ce qui est là parce qu'on n'en peut plus d'être dans la maison, puis qu'on court, on accourt. Puis, je veux dire, moi, il y a des choses que j'ai faites pendant la pandémie que normalement, ça m'intéresse zéro, mais là, c'était comme Noël, là, c'était comme le plus beau jour de ma vie de pouvoir faire telle activité que normalement, je trouve ça zéro intéressant ou que j'ai pas une grande passion pour cette affaire-là, mais là, c'était comme. Fait qu'il va falloir départager ça aussi. Là. Oui, on a eu un gros engouement, mais est-ce qu'on le refait? Est-ce que cet engouement-là va perdurer au-delà de la pandémie ou pas? Donc, ça va être ces choses-là aussi à mesurer. Là. Tiffany, j'ai vu que vous aviez levé votre main. Est-ce que vous aviez une question ou un commentaire? Mais en tout cas, je trouve ça super intéressant d'entendre toutes les idées de tout le monde. Moi, j'ai une question, parce que souvent, on parle de amasser des fonds, mais c'est le temps puis l'investissement qu'on met pour organiser ces événements-là. Puis je me dis, est-ce qu'il y a comme un ratio en termes de ce qu'on met comme investissement versus ce qu'on s'attend comme retour? Nous, on a fait une expérience à peu près 2 ans de ça. C'était la première fois qu'on faisait une activité. C'était pas un bal, c'était vraiment plus comme un cocktail dînatoire 5 à 7 avec une expérience. Donc, c'est-à-dire que les gens, c'était nos partenaires, c'était les gens de la communauté qu'on avait invités, puis il y avait des différentes stations. Donc, leur faire revivre un peu l'expérience que nos participantes ont. Ça avait très bien marché en termes d'expérience et tout. On n'a pas eu le nombre de personnes qu'on aurait souhaité. On s'est rendu compte que quand même mobiliser des gens pour venir à un événement comme ça, de cette envergure-là, avec l'argent, le prix du billet, surtout que c'était une première fois, on s'est rendu compte que ça demandait quand même beaucoup, beaucoup d'investissement puis de temps pour aller recruter puis aller chercher les gens pour faire lever la vente de billets, mais aussi l'investissement que ça demande pour organiser un événement. Fait que c'est toujours, là, on se dit, bon, ben on veut retourner peut-être quelque chose de hybride, mais c'est de dire, pour ce qu'on va recevoir versus ce qu'on doit dépenser. Je me dis, est-ce qu'il y a une formule ou du moins ce qu'on doit regarder? Parce que c'est juste mobiliser les équipes pour faire quelque chose comme ça demande quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. En fait, il y a tellement de choses dans ce que vous venez de dire là. Il y a plein d'éléments dans ce que vous venez de dire. Donc, la première chose, je dirais, pour répondre à votre question, le ratio en général en événement de collecte de fonds, on essaye de ne pas dépasser 30 %. Donc, le 30 de dépenses par rapport aux revenus.
Passer ça, c'est que souvent, ben, les gens vont peut-être dire, ben, qu'est-ce que vous faites avec les sous, où est-ce que vous les avez mis? Et là, la grande erreur qu'on fait, je ne compte pas la pandémie là-dedans, parce qu'en pandémie, c'est un temps exceptionnel où est-ce qu'on a manqué de ressources, on a été obligé de remercier des gens. Fait que là, tu sais, qu'on ait fait les choses à l'interne en temps de pandémie, c'est pas si grave. Mais souvent, ce qui se passe en événement, c'est que c'est toute l'équipe qui met du temps là-dessus, puis on ne compte pas le temps de l'équipe. Mais quand je demande, moi, des fois à des clients, c'est combien d'heures vous avez passé là-dessus, toute l'équipe au complet, là, dites-moi, tout le monde a mis combien d'heures? Puis là, des fois, on me dit, ben 900 heures. Mais 900 heures, là, on aurait eu le temps d'en remplir des demandes de subvention, d'aller rencontrer des commanditaires, d'approcher des mécènes potentiels. On aurait eu le temps. Il y a un coût d'opportunité à ça, là. Donc, l'événement, oui, bien sûr, c'est la collecte de fonds. Il y a tout le côté, comme on disait, de mobiliser la communauté, de remercier des fois ses donateurs, ses bénévoles, de sensibiliser des gens. Mais il faut regarder vraiment pourquoi on fait son événement. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que peut-être on pourrait l'impartir à un planificateur d'événements qui, lui, c'est sa spécialité. Donc, nous, on n'a plus ça à faire. Souvent, le côté, les gens disent, oui, mais c'est cher. Oui, mais si on regarde en bout de ligne, là, le temps que tes employés vont passer à faire vraiment leur travail pendant ce temps-là, puis aller chercher d'autres sous, puis le côté que l'organisateur d'événements, lui, c'est son travail, tu sais. Et donc, ça va être fait souvent de façon beaucoup plus professionnelle que si nous, on le fait à la maison comme ça avec nos affaires. Puis souvent aussi, il y a un réseau de contacts. Fait qu'il fait beaucoup plus vite qu'on l'aurait fait, il le fait mieux, puis il y a les meilleurs contacts que nous pour le faire. Fait que souvent, il y a des meilleurs prix. Fait que, tu sais, il y a tout ce côté-là aussi que souvent on néglige. Puis ça, je vous dirais, il faut vraiment compter le temps de vos employés. Quand on calcule les événements, dire ah non, mais c'est pas grave, on l'a fait à l'interne. Non, 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 il y a un coût à ça. Puis ça, c'est important de le compter dans vos dépenses. Autre chose dans ce que vous disiez, c'est la vente de billets qui a été difficile à rejoindre le réseau. Donc, un des trucs en événement, c'est vraiment d'avoir un comité. Donc, vous allez avoir votre CA, mais je vous conseille d'avoir un comité d'événement qui n'est pas votre CA. Vous pouvez avoir une personne de votre CA dessus pour faire le relais, pour être sûr que bon, vos orientations, votre vision, tout ça se tient avec le plan stratégique de l'organisation. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un comité qui est dédié à votre événement et qui, eux, vont faire la vente de billets. Et là, je vous invite sur ce comité-là à avoir des gens de la relève, mais à avoir des gens qui ont un réseau d'affaires. Et un réseau d'affaires, je vous dirais, ceux qui sont le mieux placés pour vendre des billets, c'est ceux qui ont des fournisseurs. Donc, eux ont le poids de dire à leurs fournisseurs, hey, si tu ne m'achètes pas des billets, moi, je ne te rachèterai pas des fenêtres l'année prochaine. T'sais, exemple, là, je caricature, mais c'est un petit peu ça l'idée. Donc, c'est vraiment d'avoir. Puis, l'idée dans le comité, c'est de créer une saine compétition. Donc, d'avoir des gens autour de la table dans votre comité qui ont des intérêts à travailler ensemble, qui veulent faire des affaires ensemble ou qui veulent être vus aux côtés d'eux. Donc, c'est une espèce de saine compétition informelle qui se crée, qui est pas dite non plus, qui est un peu tacite, ou est-ce qu'ils doivent bien paraître aux yeux des autres? Donc, ils vont vous en vendre des billets, là. Donc, ça aussi, puis si vous faites ça à l'interne, vous allez vous épuiser, là. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va se faire on va avoir un président de comité comme ça. Il y a votre président d'honneur de l'événement, souvent, qui va être là, qui va acheter des tables ou des billets. Et lui, il a tout intérêt à ce que votre événement se remplisse. Et ensuite de ça, bien, il y a tous les autres et là, on va partager nos listes. Qui est le meilleur contact pour approcher un tel? Parce que souvent, les contacts se croisent. Donc, il y a toute une préparation qu'on fait en amont. Il faut bien sûr supporter le plus possible ces comités-là. Donc, leur fournir le maximum d'informations, le maximum de choses. Négligez pas la relève aussi, je vous dirais, là, dans ces comités-là. Donc, en gros, c'est un petit peu ce que je vous dirais là, sur les comités. Merci beaucoup. Annie, je pense que vous avez une question. Oui, allô. Nous, on est un CRP, un centre de ressources périnatales et familiales à Montréal, vraiment dans Villeray, là, un petit organisme. Donc, l'année passée, notre campagne de financement est au mois de novembre. Donc, puis on était fermé parce qu'on n'avait pas de local à ce moment-là. Donc, tu sais, pandémie, on est fermé. Comment on collecte des fonds? Alors, moi, c'est la première fois que je faisais ça aussi pour l'organisme. Alors, je me suis vraiment tournée vers le en ligne. Puis, ce qui fonctionne bien, nous, c'est la vente de sapins avec Beau Sapin. Tu sais, on est dans le momentum à ce moment-là, novembre, décembre, tout ça. Fait que ça a super bien fonctionné. Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez avant ou ça a été comme quelque chose de... OK.
c'est connu, les gens le savent, chaque année, est-ce que vous vendez encore des sapins? Oui. Fait que les gens achètent avec nous, cherchent à acheter avec nous pour ça. Fait que moi, j'ai dit, wow, il y a une opportunité là-dedans de s'associer avec des compagnies, puis de vendre autre chose que des sapins, puis de faire un petit profit là-dessus. Fait que nous, on a une petite boutique en ligne aussi, donc plus comme produits écologiques, québécois, nanana. Fait que, je suis allée chercher une collaboration avec des produits purs, produits ménagers, tu peux remplir après tes contenants à plusieurs points dans Montréal. Et puis, Hola Bambou, les brosses à dents. Nous, notre clientèle, c'est les familles. Donc, je trouvais ça super de m'associer à ça. Sauf que les marges, n'étaient pas si intéressantes que ça, mais je me disais, tant qu'à avoir rien, allons-y, c'est un guest à prendre. Puis finalement, je me suis aperçue qu'il fallait vendre vraiment beaucoup pour avoir un profit intéressant. Fait que ça n'a pas vraiment bien marché pour ces compagnies-là. Fait que j'étais pas mal déçue, j'étais confiante en mon truc, puis finalement, les sapins, ça a super bien marché. À l'année aussi, on a les étiquettes Colle à moi, les gens ont toujours besoin d'étiquettes pour les vêtements d'enfants. Ça fonctionne bien, mais c'est ça. Je me suis un petit peu plantée avec, avec le reste, là, fait que c'était mon expérience. C'est vraiment intéressant. En fait, il faut vraiment bien choisir ses produits puis vraiment bien connaître sa communauté quand on fait ça, puis choisir le juste prix, sans mauvais jeu de mots, là. Je vous donne 2 exemples par rapport à ça. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez la campagne de Sainte-Justine qu'ils font au mois de février, que c'est le mois des câlins. Là, j'ai oublié le nom, c'est un baume à lèvres qu'ils vendent, qui est fait par, je pense que c'est Clarins qui le fait. C'est ça, c'est Clarins. Puis ils vendent ça chez Jean Coutu. Donc, ça, c'est une campagne qu'ils font en amont. Les enfants dessinent. Là, il y a comme un concours du plus beau dessin qui va aller sur l'emballage de Clarins. On le vend 20 et il y a 10 qui est remis à la Fondation Sainte-Justine. Et là, ben, c'est super. Ça crée un achalandage en pharmacie chez Jean Coutu, etc. Donc, ça, c'est super. Ça fonctionne bien. Puis, eux ont quand même un petit profit autour de ça. Puis, ça fait parler de la cause. Puis, donc, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Donc, aux produits, on ne le gère pas à l'interne, c'est Jean Coutu qui le gère, Clarisse le fait, nous, on fait juste ramasser l'argent. Tout va bien de ce côté-là. Je vous donne, à contrario, un autre exemple qui est un petit peu moins glorieux. Je n'aimerais pas l'organisation, mais une organisation qui avait une campagne aussi comme ça, qui durait tout un mois, où est-ce qu'on vendait des objets promotionnels de l'organisation à 5 l'objet. Les objets étaient faits en Chine, un paquet de produits dérivés, un peu, je m'excuse, le terme, un peu comme des cochonneries, là, vraiment des trucs pas forcément utiles, mais ou tellement cheap que bon moyen. Et on vendait ça 5 pour encourager la cause. Et là, ce qu'on disait, ben, si on est au centre-ville, on va aller, si on parle d'il y a plusieurs années, on va aller dans le sous-sol des immeubles, des tours à bureaux, et on va se mettre là, on va mettre des bénévoles qui vont vendre les 10 objets à 5 puis c'est ça, nous, on va ramasser de l'argent, puis comme c'est des bénévoles, ben, ça ne coûte rien. Fait que c'est pur bénéfice. Puis moi, comme mes objets me coûtent, mettons, 2 l'objet, puis je le vends 5, ben, j'ai un profit net qui rentre de 3 par objet. C'est pas vrai. Et là où c'est pas vrai, c'est parce que ben, faut les booker, les lieux. Premièrement, il faut choisir les objets. Donc, il y a quelqu'un qui va choisir les objets, qui va s'occuper des commandes, qui va s'occuper des triés, des storer à l'entrepôt, de faire du décompte de l'inventaire, etc. Il faut booker les endroits parce que c'est pas vrai qu'on débarque comme ça dans une tour à bureau et qu'on s'installe pour vendre nos affaires. Donc, il faut qu'on ait un contrat ou encore qu'on se mette d'accord avec la tour à bureau. Donc là, ça prend du temps. Ensuite de ça, il faut booker les bénévoles. Si vous avez l'habitude de travailler avec des bénévoles, vous savez que ça change aux 10 secondes. Je suis plus libre, finalement, à 2 heures, ça ne marche plus. Finalement, c'est bon, etc. Donc là, c'est tout. Puis là, on parle d'une grosse campagne où c'est comme dans 30 points de vente. Donc, il y a énormément de bénévoles qui vont travailler là-dessus. Il faut former les bénévoles. Et là, il faut aller porter les objets au point de vente. Donc, il y a de l'essence, du stationnement, de centre-ville, ça coûte cher. Il faut retourner chercher les objets, fermer le kiosque, parler aux bénévoles, s'assurer de toujours briefer les bénévoles, les remplacer s'ils ne sont pas là, trouver un plan de match. Ensuite de ça, ben, on est dans une tour à bureau, les gens vont chercher un café. Là, dans ce temps-là, on a encore de l'argent dans nos poches, mais c'était littéralement, on payait en change. Tu sais, 5 on ne va pas donner
Fait que là, il a fallu acheter une machine pour compter les scènes de tout ça, pour finalement avoir une employée qui, au bout de 3 mois, même si la campagne durait 1 mois, elle, ça a été 3 mois de son temps qui a passé là-dessus, puis elle était complètement démobilisée, démoralisée, écœurée, là. Puis il y a un coût, encore là, on parlait de compter le temps d'humain. Bien, le temps, son salaire, ses parkings, ses déplacements, son temps, ça compte. Mais en plus, son moral qui est affecté, ça aussi a un impact. Donc, tu sais, c'est là où il y a des beaux exemples de produits dérivés, puis il y a d'autres exemples qui sont moins parlants. Tu sais, je vous donne un autre exemple aussi qui est assez connu de l'univers du marketing, c'était Yoplait, qui à un moment donné avait une espèce de campagne, je ne me rappelle pas exactement, c'était des couvercles de pots de yogourt qu'on retournait, puis il y avait un nombre de sous accordés à ça. Donc, je pense que chaque couvercle donnait, mettons, je ne sais pas, 10 sous à une fondation X. Mais là, c'est un peu dégueulasse. Il faut les laver, les ouvrir, les mettre en enveloppe, envoyer ça, blablabla. Et finalement, ben, ils ont reçu un certain nombre de couvercles, mais ils ont pu donner à peu près comme 49 ou 64 à l'organisation en question. Donc, ce n'était pas si glorieux finalement. Donc, c'est ça, c'est là où les produits qu'on vend, il y a des bons exemples, puis il y en a des moins bons. Puis c'est comme des fois beaucoup de tests et erreurs pour arriver à trouver la bonne formule. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien connaître sa communauté, puis de vraiment voir, de bien compter le temps que ça va prendre, puis combien ça va coûter si ça ne marche pas. T'sais. En gros, là, Sophie, vous avez une question, un commentaire? Oui, ben, je vais rajouter comme mauvaise expérience quelque chose de très similaire. Donc, nous, on faisait des ventes de points Cynthia à Noël. On avait une entente avec quelqu'un du coin. Et puis, techniquement, on s'était fait dire qu'on se faisait donner 3 $ par point Cynthia vendu. Donc, nous, on utilisait notre réseau pour vendre des points Cynthia. Puis, c'est nous qui faisions la livraison, donc c'était nos bénévoles qui faisaient la livraison, tout ça. D'un côté, c'est que ça nous donnait un contact personnel là, quand on allait porter les points Cynthia. Donc, c'est une manière pour nous de remercier nos partenaires. On avait plusieurs partenaires corporatifs qui participaient à ça. Sauf qu'une journée, moi, je vais personnellement à la pépinière pour aller les chercher. Et puis, bon, c'était pas prêt, fait que je commence à me promener dans la pépinière. Et finalement, les points Cynthia qu'eux vendaient étaient moins chers. Donc, ils les vendaient, tu sais, comme, mettons, je ne sais pas moi, 15 $ au lieu de 18 $. Ils étaient plus grosses. Donc, ils nous donnaient les cheap. Ils nous chargeaient à nous le 3 $ de plus. Donc, eux, il y avait toute la visibilité, tout le bénéfice de qu'est-ce que la promotion qu'on faisait pour eux. Et puis que finalement, pour me rendre compte que c'était pas 3 $ qu'ils nous donnaient, c'était moi qui allais chercher le 3 $. Tu sais, il n'y avait pas le gagnant-gagnant dans cette relation-là. Donc, nous, on a décidé d'arrêter. Mais ça aussi, c'est quelque chose à regarder que je dirais. Moi, j'ai été très déçue de voir qu'ils servaient de nous pour faire leur promotion sans nécessairement que nous, finalement, eux, ça ne leur coûtait rien, là, tu sais. Puis, en tout cas, puis l'autre affaire pour ajouter à ça, c'est que la dernière année, quand je me suis rendu compte de ça, c'est que Costco a décidé de vendre des méga points Cynthia dans un super beau pot pour 15 $. Puis que nous, notre petite bébite, là, tu sais, qu'on vendait pour 18, c'était comme un cheval et un lapin, comme on dit, là. Fait que ça, pour nous, c'était très décevant comme expérience de vente de produits. Et aussi au niveau du partenariat, la vente de produits est décevante, mais aussi de se rendre compte que son partenaire n'était pas transparent puis totalement comme honnête avec nous, c'est plate aussi de se rendre compte de ça. Là. Il y a tout ce côté-là aussi, où est-ce que ça amène aussi de. Si on parlait de transparence avec les collaborateurs, on en a un bel exemple là, où la transparence devient vraiment importante parce que je suis certaine que si ce collaborateur-là vous rappelle, vous allez peut-être dire non, laisse donc faire, ça ne me tente pas tant que ça. T'sais. Mais ça me fait penser à quelque chose aussi, je ne sais pas s'il y en a qui, je vous parle de ça, tu sais, c'est pas, comment je dirais ça, c'est peut-être pas intéressant pour tous les types d'organisations, mais je vous parle de ça rapidement. Ceux qui ne connaissent pas, c'est les FundScript. Souvent, les gens ne connaissent pas ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ou qui sont familiers avec ça. C'est en fait de l'achat de cartes cadeaux. Donc, FundScript, vous pourrez aller voir, là, ça s'écrit FUNDSCRIPT, FundScript. Et en fait, ce que c'est que vous achetez des cartes cadeaux. En fait, vous inscrivez votre organisation sur le site de FundScript et votre réseau peut aller acheter des cartes cadeaux sur le site. Et oui, Stéphanie, est-ce que tu aimerais? Oui, non, c'était à propos de ça, mais je ne voulais pas te couper. Je voulais attendre que tu aies fini, là, parce que nous, on a essayé FundScript, Marie avec pouvoir pour Noël.
Puis ça n'a vraiment pas... Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché pantoute, là. Pourquoi? C'est compliqué pour payer. Si c'est par carte de crédit, on a un pourcentage minime. Fait que souvent, ils vont demander de faire un genre de transfert bancaire. Puis la majorité des gens décrochent avant d'être rendus là. Puis, on a essayé de solliciter des entreprises qu'eux donnent des cartes cadeaux à leurs employés pour essayer d'en avoir une grosse quantité. Mais c'est ça, ça a été vraiment ouais, c'est un peu le mal. pourcentage est pratiquement nul. À moins vraiment d'avoir comme des vendeurs, entre guillemets, là, des gens que tu sais qui vont en avoir besoin d'X, juste at large comme ça, nous, ça n'a pas bien marché. Bien, je te dirais, leur clientèle est beaucoup plus en région quand on a moins d'alternatives. Tu sais, quand tu as moins de possibilités de commanditaires, quand tu as moins... Mais là, comme je sais qu'il y a quand même pas mal de gens de région dans l'appel, c'est pour ça que j'en parlais, là. C'est vrai que le processus n'est pas super friendly, il n'est pas top, on va se le dire. Mais je veux juste quand même porter à l'attention que ça existe. Et l'idée, en fait, c'est quoi l'idée? C'est d'acheter des cartes cadeaux. Donc, mettons une carte cadeau chez Métro qui, mettons, dépensez 100 $ chez Métro, là, vous achetez la carte cadeau, vous le dépensez chez Métro, puis c'est en fait, on verse chaque commerçant décide du pourcentage qu'il peut reverser à l'organisation. Donc, les pourcentages varient entre 2 et 25 %. Donc, il n'y en a pas beaucoup à 25 %, on va se le dire. C'est souvent autour de 5, 6 3 %. Mais c'est quelque chose qui existe. Puis moi, je connais des organisations qui vraiment adorent ce modèle-là, que ça fonctionne bien avec leur communauté. Puis c'est ça. Je veux juste porter à votre attention que ça existe. Après ça, c'est vrai que l'expérience, c'est ça. C'est particulier un peu, là. En même temps, ça ne coûte rien à l'organisme. Fait que tu perds juste ton temps, là. C'est ça. Pour vous donner une idée, j'étais allée voir, là, on a eu 14 commandes, puis ça nous a donné 32,28 en dons. Puis, tu sais, il y avait des commandes quand même d'une centaine de dollars, là. Oui, c'est ça. En fait, il ne faut pas le regarder. C'est vraiment quelque chose que tu regardes sur 1 an, sur 2 ans. C'est vraiment quelque chose que, tu sais, on ne regarde pas comme juste avant Noël, je fais un blitz pendant 1 mois. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comme créer une habitude. À la place mettons, acheter mon essence, bien, j'achète des cartes cadeaux d'essence, j'achète des cartes cadeaux d'épicerie. Puis là, je convainc toute ma famille de faire pareil. Puis c'est là que ça devient intéressant. C'est pour ça que c'est plus dans le moyen terme qu'on va regarder ça. C'est pas une fois, 1 mois, on l'essaye. Ça ne vaudra pas la peine parce que, comme tu dis, il faut tout convaincre ton réseau, mobiliser ton réseau. Mais sachez que ça existe, là, que c'est là comme moyen. Puis encore là, comme je disais, ça ne convient pas à tous les types d'organisations. Il y a aussi une question d'image qui est liée à ça. Donc, c'est pas, tu sais, exemple, si vous avez quelque chose d'un peu plus niché, d'un peu plus haut de gamme, bien, souvent, on veut moins être associé à des cartes cadeaux de chez Métro, là. Donc, j'ai vu ces réticences-là aussi, mais je faisais juste porter à votre attention que ça existe. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres choses que vous aimeriez partager? Moi, j'ai une petite question, Natacha. Est-ce que tu vois dans le réseau l'utilisation des applications de arrondir? Quand tu fais une dépense, tu arrondis et les quelques centimes sont versés. Je sais que ça existe pour économiser, hein, quand on fait des choses comme ça, mais est-ce que tu connais des exemples d'applications qui pourraient reverser ces mini-sommes-là à des organisations? J'en ai souvent entendu parler, mais j'en connais pas. C'est quelque chose qui est comme, j'ai entendu que c'était des projets, j'ai entendu que ça serait des bonnes idées à faire, que tu sais, j'ai vu même des banques qui, à un moment donné, parlaient de faire ça, puis qu'on pourrait choisir soit est-ce qu'on l'épargne ou est-ce qu'on le reverse à des fondations, mais je ne l'ai pas vu concrètement. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vu ça concrètement. Moi, je ne l'ai pas vu. Ça serait une très bonne idée. Mais j'ai pas vu, malheureusement. Je sais pas si Ça s'en vient, on espère. Oui, non, c'est ça, parce que c'est quelque chose que moi, j'attendais là, depuis des années, Banque nationale. Moi, je suis à la Banque nationale, puis j'attendais depuis des années qu'ils mettent en branle ce projet-là. Puis j'étais comme, mais c'est fantastique, tu sais. Moi, tu arrondis tout, puis tu épargnes de l'argent sans vraiment t'en rendre compte, tu sais. Mais non, j'ai pas vu encore. Puis là, en fait, la question, c'était aussi, bien, t'épargnes ou bien tu reverses à une organisation de ton choix, mais je ne l'ai pas vu.
Je vois le temps. Je vous laisse peut-être sur une dernière chose, un dernier exemple que je vous donne que j'ai trouvé intéressant, qui répond un peu avec quelqu'un qui posait tantôt si on n'a pas de reçu de charité. Il y a le Hemsley Conservation Center, qui n'est pas ici, mais qui est en Angleterre, qui ont fait une campagne pour la Saint-Valentin qui, ça se traduit mal en anglais, la campagne, c'est « Quit bugging me ». Donc, en français, ça serait comme un peu « Arrête de m'achaler », mais on joue sur les mots du bug, qui est une coquerelle, finalement, un cafard. Et en fait, c'est un centre de conservation, donc un zoo, si on veut. Et c'est autour de la Saint-Valentin qu'ils font cette campagne-là. Et c'est pas d'adopter, mais de nommer une coquerelle avec le nom de son ex. Et là, en fait, ça coûte 2,60 $. Je vois plein de monde qui font oui, là, je pense que vous la connaissez, la campagne. Donc, pour 2,60 $, on peut envoyer comme son don de 2,60 $. Ils vont nommer une coquerelle, ils vont mettre le nom à côté du vivarium. Et nous, on va recevoir une entrée à demi-tarif pour aller au zoo ensuite. Donc, la campagne est super intéressante parce qu'elle est rigolote, est autour de la Saint-Valentin, donc ça crée quelque chose de viral qui est en ligne. 2,60 $, personne ne s'attend à avoir un reçu de charité. On est vraiment dans le micro-don. Et bien sûr, ça crée un buzz, c'est super drôle. Et en plus, on reçoit le billet à demi-tarif. Donc, ça suscite en fait, ça génère un achalandage dans le centre de conservation. Et personne ne va au zoo tout seul. En général, on amène des gens, on amène des amis, ou on amène sa famille, ou peu importe. Donc là, on génère plusieurs entrées. Et eux, tout ça leur a permis aussi de ramasser des fonds pour financer des projets, puis en plus, accroître leur notoriété autour de leur cause. Donc, tu sais, quand des fois, on n'a pas de reçu de charité, il y a plein de beaux exemples comme ça en micro-dons qui permettent d'aller chercher des sous d'une autre façon, puis qui permettent aussi de mousser notre notoriété, finalement. Donc, je vous laisse sur ce petit exemple que j'avais trouvé tellement drôle et tellement chouette. Et donc, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions avant qu'on se laisse. Non, personne. Mais je vous remercie en tout cas infiniment pour votre temps ce matin. J'espère que ça a répondu à vos attentes comme format d'atelier. Puis j'espère que surtout que ça va vous inspirer à peut-être faire autre chose pour avoir des résultats différents dans l'avenir, puis essayer des choses Oui, Sophie? Ah, OK, merci. Je voyais une main levée, c'est pour ça. Merci. Et donc, c'est ça. J'espère que vraiment, ça va vous inspirer pour la suite, puis que le post-pandémie, le bout du tunnel va arriver, puis qu'on va pouvoir éventuellement peut-être se voir en vrai pour se parler de tout ça. Donc, voilà. Et à mon tour, je te remercie, Natacha, pour tous ces beaux exemples. Merci aussi à tout le monde d'avoir partagé vos expériences, qu'elles soient positives ou moins. Comme le disait Natacha, c'est toujours comme ça qu'on avance aussi. Donc, on vous souhaite une très belle journée. Puis, comme on vous disait, on va vous partager la présentation puis l'enregistrement par la suite. Alors, merci à tous, puis une très bonne journée. Merci.